Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Nous sommes le 11 mars 2021 et je vous propose d'attaquer tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce mug, un mug qui va être assez, assez vénère. On a pas mal de news aujourd'hui, enfin on a pas mal de news, non en fait il n'y a pas tant de news différentes que ça, mais on a des news aujourd'hui qui sont quand même assez chaudes. Oui, c'est un peu un mauvais jeu de mots, mais c'est voilà, c'est vrai qu'on a des news qui sont pas mal aujourd'hui, entre OVH, entre ce qui se passe sur Twitch avec Samuel Etienne et la politique. C'est vrai que ces deux news-là combinées on va beaucoup en parler dans l'émission. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de débats, notamment donc dans la tartine qui sera consacrée à Twitch, hein, que j'ai préparé hier soir. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera et que ça vous plaira. Et même si vous n'êtes pas de grands aficionados de Twitch, hein, et que peut-être parmi vous, vous êtes juste là pour le mug, je pense que quand même, il y a un tournant en ce moment, il y a un truc qui se passe avec Twitch, avec la politique et tout. On va pas parler spécifiquement d'opinion et de trucs comme ça, mais plus... Enfin voilà, on verra ça dans la tartine, je vais pas spoiler maintenant. En tout cas, bonjour à tous, salut The Gold Killer, ça fait toujours plaisir de te voir depuis tant d'années, monsieur The Gold Killer. Hein, je te repère à chaque fois sur plein d'endroits, sur D-Labs, dans le chat, enfin ça fait plaisir. Salut Dwayne, salut Marron la banane. De Marron la banane, très bien. Vous avez vu aussi qu'il y a une mini nouveauté. Alors bon, c'est moi qui expérimente rapidement. Je préfère expérimenter, puis on débriefera avec Jérôme et Marion ce que vous en pensez et ce que eux ils en pensent. Mais j'ai mis un petit récap des réseaux sociaux pour l'émission, pour le Twitch. Et en dessous aussi, vous avez un meilleur accès aux réseaux sociaux. Voilà, si vous avez envie de suivre un petit peu les backstage, en sachant qu'en ce moment, on a une nouvelle personne sur Nowtech, Léo, qui est un community manager qui s'occupe justement de mieux gérer nos réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, si vous avez envie de nous rejoindre un peu sur différentes plateformes, vous avez bon, le Discord qui est plutôt destiné aux contributeurs, mais il y a l'Instagram, le Twitter et évidemment la chaîne YouTube pour ceux qui nous connaîtraient peut-être que sur Twitch et pas forcément sur YouTube, alors que YouTube est plutôt le cœur de métier. Voilà pour le blabla. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa et on va donc principalement parler d'OVH. Voilà, parce que ce qui se passe chez OVH, c'est assez grave et bon, on va en parler maintenant. Donc ouais, qu'est-ce qui se passe chez OVH? Je pense que vu qu'on est un peu sur l'émission entre Técos, hein, entre Tequette et Técos, je sais pas si ça se féminise vraiment par Tequette Técos, je suis pas convaincu. Mais bref, voilà, entre passionnés de tech, eh bien, je pense que vous avez pas loupé la news, hein. OVH, qu'est-ce qui se passe chez OVH et surtout à OVH Strasbourg? Il y a un incendie assez grave qui a détruit un data center, donc encore une fois principalement à Strasbourg, et qui a impacté une partie du web français. Donc OVH, hein, je vous lis, je vous récapitule la news. OVH a été victime d'un grave incendie dans ses data centers de Strasbourg dans la nuit du 9 au 10 mars 2021. Évidemment, 2021. L'hébergeur se retrouve amputé d'une grande partie de ses serveurs, rendant par conséquent hors ligne de nombreux sites. Par contre, on peut souligner le fait qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de pertes humaines ou de blessés humains. Donc ça, c'est quand même une news assez positive, hein. Voilà, on va être content du fait qu'il n'y ait aucun blessé humain. Par contre, effectivement, alors le feu a été maîtrisé, hein, au moment où on vous parle de cette news, mais en fait, c'est vrai que c'est un gros impact qu'il y a sur le web français. C'est un gros impact aussi sur l'image d'OVH, dans le sens où OVH est un hébergeur qui est cocorico, hein, et qui est, j'ai envie de dire, qui était un des seuls rempart d'un bon niveau européen face aux hébergeurs d'Amazon, de Google, etc. Face à ces hébergeurs-là. Donc c'est vrai que voir OVH
partir comme ça, je veux dire, un data center partir comme ça et donc des gens qui perdent leurs données, ça fait un peu mal à l'image. Ça fait, je dois avouer que ça me touche un peu. En plus, OVH, c'est des potes. Enfin, c'est des potes. J'ai travaillé avec eux, donc il y a des gens que je connais là-bas. Non, je dois avouer que ça me fait un petit truc. Et je pense que vu comment dire, l'effervescence autour de ce sujet-là, je pense que je suis pas le seul à être un petit peu touché. Alors moi, c'est plus émotionnellement parce que j'ai rien hébergé chez OVH. Mais c'est vrai que voilà, ça me fait un peu chier parce qu'OVH, c'est une jolie histoire. Octave Klaba est une personnalité que je trouve, au-delà de sympathique, j'ai envie de dire au moins intéressante. Et je trouve aussi qu'on peut souligner quelque chose à Octave Klaba, c'est que on peut peut-être ne pas aimer certaines choses chez lui, je sais pas, chacun son opinion, mais je dois constater, force est de constater que Octave Klaba, quand c'est la merde, il se barre pas. Et quand c'est la merde, Octave Klaba, il est là à tenir au courant le plus régulièrement possible sur Twitter. Enfin bon, la communication de crise chez OVH a plutôt été maîtrisée. Certains diront, mais non, moi, mon site web, machin. Bon, en tout cas, sur les réseaux sociaux, elle a été maîtrisée, je trouve. Et je trouve que l'image qu'a renvoyée Octave Klaba est plutôt une bonne image d'un patron. Alors, oula, je suis désolé, les petites notifs que j'ai un peu mis en haut. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, je vais les laisser là. Oui, que le patron, voilà, ne s'en va pas alors que c'est une situation compliquée. Donc, c'est, je pense, une bonne communication de la part d'OVH et d'Octave Klaba. Apparemment, il y a un créateur de jeux vidéo. Oui, on va en parler de The Gold Killer, on va parler de Rust juste après. Parce que, en fait, cette news, l'incendie dans les data centers de Strasbourg, a des conséquences. Donc, voilà, les locaux de Strasbourg ont été... enfin, il y a eu un incendie dans les locaux de Strasbourg. C'est principalement... je vais ressortir le tweet d'Octave Klaba. Le feu a principalement détruit les data centers sur Strasbourg 2, parce qu'en fait, OVH a plusieurs sites. Donc ça a principalement détruit Strasbourg 2 et une partie de Strasbourg 1 a été aussi détruite. Par contre, Strasbourg 3 et Strasbourg 4, il n'y a pas d'impact. Voilà, et a priori, il n'y a pas eu tant d'impact que ça sur Strasbourg 1. Mais par contre, le data center Strasbourg 2 a été apparemment complètement détruit et il y a des données qui ne pourront pas être récupérées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À minuit 45, il y a eu un premier dégagement de fumée, il y a eu un signalement, et à l'arrivée des pompiers sur les lieux, le feu s'est rapidement propagé à l'ensemble de la structure. C'est l'équivalent de 5 étages sur 500 mètres carrés qui, en gros, sont partis en fumée. Hein. C'est Damien Arouet, commandant des opérations de secours, qui explique ça. L'incendie donc n'a fait aucune victime autre que matérielle. En revanche, OVH déplore la perte de son data center Strasbourg 2. Voilà, le feu n'a pas été contrôlé dans ce data center. Strasbourg 1, comme je vous l'ai dit, partiellement détruit. Les serveurs Strasbourg 3 et 4, eux, n'ont pas été impactés. Voilà. Quand peut-on espérer un retour à la normale? Pour l'instant, c'est pas avant demain. Minimum pour les datas et vos données qui n'ont pas été détruites, évidemment. Mais bon, voilà, c'est encore en train d'être résolu. Hein, je tiens à préciser que, je préfère le répéter, mais sur Nowtech, nous ne sommes pas le service après-vente d'OVH, donc si vous avez des questions de type « Putain, j'ai mes données qui sont perdues, machin », contactez-les eux. Hein. Nous, on est là pour vous informer, mais effectivement, on n'a pas de contact et de... service après-vente OVH chez Nowtech, quoi. Donc voilà, on ne pourra pas spécialement vous aider sur vos données. Alors, on ne connaît pas, Pierre-Yves, tu poses une bonne question, on ne connaît pas l'origine de l'incendie. On ne sait pas du tout d'où ça vient. Faites attention, je tiens à le préciser, à ne pas tomber dans des théories un peu conspirationniste, parce que j'ai vu pas mal de gens dire « Ah oui, mais OVH, ils allaient entrer en bourse », parce que oui, c'est un truc dont j'allais vous parler ce matin, c'est que OVH avait annoncé le 9 mars l'intention d'entrer en bourse, donc avant-hier. Donc il y a des gens tout de suite qui ont fait le rapprochement en mode oh, « OVH, ça y est, ils ont annoncé leur entrée en bourse, donc c'est forcément un incendie criminel pour faire baisser la valeur de l'entreprise ». Doucement. On ne sait pas, on ne connaît pas l'origine de l'incendie. Donc voilà, ne tombez pas dans des théories. Je sais que c'est facile de faire le rapprochement et tout en se disant oh là là, c'est forcément lié. Non, on ne sait pas. C'est pas forcément lié du tout. Hein. Des fois, il y a des coïncidences qui arrivent. Voilà. Donc faites super attention à ne pas tomber effectivement dans tout ça. Attendez le retour d'OVH. Hein. OVH, de toute façon.
je pense, tiendra au courant ses clients. Et voilà, mais en tout cas, sur Nowtech, on avait envie d'en parler. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, OVH, c'est une entreprise qu'on suit un peu tous, hein, et sur Nowtech, pas mal. Et on a des fois tendance à un peu les critiquer facilement, mais ça reste une entreprise qui est sur le sol français, donc ça fait plaisir aussi. Après un incendie aussi violent dans une salle serveur, soit c'est criminel, soit il y avait un gros déficit de sécurité. Tu sais, Megadup83, certains ont comparé ça sur Reddit. J'ai vu des gens dire que c'était un peu le même genre de défaillance qui pouvait mener à des crashs d'avions. L'enchaînement, en fait, souvent, quand il y a des crashs d'avions ou quand il y a des gros problèmes comme ça, c'est l'enchaînement ou aussi de Tchernobyl par exemple, c'est l'enchaînement de plein de petites défaillances humaines et techniques qui font que tout mis bout à bout, ça part en cacahuète. Voilà, donc on ne sait pas pour l'instant ce qui a causé l'incendie. Ne soyez pas trop prompt à donner des théories qui ne sont pas forcément les bonnes. On attend, wait and see comme on dit, et puis on verra. Voilà, et évidemment, contactez OVH si vous êtes hébergé chez eux, mais je pense que vous l'avez déjà fait, parce que vous êtes évidemment... voilà, enfin, parce que vous savez qu'il faut les contacter. Il y avait une redondance des données à Notre-Dame, je sais pas du tout... Qu'est-ce que tu dis, Jérôme? Attends, si c'était vraiment un incendie... Ah, putain, j'arrive pas à remonter dans le chat. Si c'était vraiment un incendie volontaire pour entrer en bourse, c'est pas les locaux qu'il faut brûler, mais les employés. Effectivement. Salut Briffon, t'es en congé, tu peux suivre un mug en direct. Bah, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. C'est vrai que l'émission du matin a une ambiance différente des autres émissions qu'on fait sur Twitch ou même des vidéos. Donc bienvenue à toi. Je suis content que tu sois là. Oui, alors évidemment, on tient à rappeler, ne soyez pas ce genre de personne. Hardisk a fait ça en live hier et je trouvais que c'était plutôt bienvenu. Ne soyez pas ce genre de personne qui, quand vous avez des gens autour de vous qui perdent leurs données parce qu'ils étaient chez OVH, on va imaginer sur Twitter, dans la vraie vie, on s'en fout, ne soyez pas ce genre de personne qui fait « Eh mais t'avais qu'à faire un backup !» Parce que je suis d'accord avec Hardisk, c'est super chiant de faire ça. Ne faites pas ça. Je pense que les gens qui sont... Il ne faut pas oublier que déjà, faire des backups, prévoir tous ces systèmes-là, alors oui, c'est quelque chose quand, par exemple, si c'est l'État français qui ne fait pas de backup, là, on est en droit de critiquer, bien évidemment. Mais par contre, si c'est des petites entreprises, des PME ou des particuliers, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent de faire des backups. Oui, c'est pas bien, mais pas la peine d'être relou avec ces gens-là. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas spécialement les moyens de mettre en place des solutions efficaces de backup. Les backups, ça se vérifie. Les backups, ça demande beaucoup de temps et d'argent pour faire des backups efficaces. Non, soyez pas ce genre de personne, tout court. Enfin, soyez cool avec les autres. C'est quoi un backup? Oui, c'est vrai que un backup, c'est une sauvegarde, tout simplement. Un backup, c'est que tu as une sauvegarde de ton site web. Par exemple, imagine, tu vends, je sais pas, des mocassins. Tu as un site de vente de mocassins hébergé chez OVH. Eh bien, imagine, tu as des clients qui passent des commandes, machin. Si tu ne fais pas de sauvegarde de ton site et que les data centers tombent, toutes les commandes qui ont été faites sont perdues, potentiellement. Donc tu perds l'adresse des gens qui t'ont commandé des trucs, pourtant eux ils ont leur carte bleue qui a été débitée. Donc voilà, donc ouais, évidemment, hein, on vous le dit sur Nowtech, faites des sauvegardes, mais ne soyez pas ce genre de personne relou qui dit « t'avais qu'à faire des backups ». Voilà. Quand tu es un pro, pas d'excuse pour pas en faire. Encore une fois, Bluetibius, je suis d'accord, mais il y a une différence entre dire t'es un pro et pas d'excuse. Enfin, en gros, oui, on le dit comme ça dans le chat et tout, et je suis d'accord avec toi, mais ne soyez pas relou. Il y a des gens pour qui leur business model est parti en fumée, pas la peine d'en rajouter, je pense qu'ils s'en mordent déjà très bien les doigts eux-mêmes de ne pas avoir fait de sauvegarde, et ils vont comprendre la leçon. Idem, je paye pas un service cloud pour faire des backups, après je sais, je suis con. Chacun mesure son risque, chacun fait comme il veut. J'étais un peu étonné, je pensais que tous les hébergements cloud étaient basés sur la redondance et dupliquaient nos données. Pas forcément. Le meilleur bail pour faire vos sauvegardes, on le répète, mais c'est évidemment d'avoir un hébergement sur un data center quelque part et un hébergement en local chez vous.
voilà, avoir une duplication de ces données. Par exemple, moi, mes photos, c'est ce que je fais. Quand je fais des prestations photos, j'ai mon NAS chez moi qui me permet d'avoir une sauvegarde de mes photos et j'ai mes photos hébergées sur un service. Service, d'ailleurs, je peux faire la pub, hein, on n'est pas payé, mais c'est très chouette leur service et pas trop cher. Le service est Trezorit, voilà, et le prix est très raisonnable. Et en gros, chez eux, j'ai 3 Tera, je crois, un truc comme ça. Donc toutes mes photos, avec les fichiers RAW et tout, sont à la fois en local. En fait, mon NAS est synchronisé à Trezorit. Donc voilà, donc j'ai une double redondance, ça veut dire que si je me fais cambrioler, bah, j'ai quand même mes photos pro qui sont conservées. Et si un data center meurt, bah, j'ai une sauvegarde en local. Donc le fait que les deux côtés, que je me fasse cambrioler plus le data center brûle de Trezorit, bon, les chances sont minimisées quand même. Oui, OVH ne fait pas que du cloud, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. OVH ne fait pas que du cloud. Et effectivement, si vous voulez des solutions backup, OVH proposait des solutions backup. Donc il y en a qui, chez OVH, ont eu des rollbacks, hein, enfin en gros, pardon, il faut que j'arrête d'utiliser les termes techniques, ont eu des systèmes de sauvegarde qui ont été mis en place et qui ont pu récupérer une grosse partie des données, mais effectivement, d'autres personnes qui avaient des hébergements plus simples sur Strasbourg 3 ont perdu leurs données. Tout ça c'est très bien, mais si c'est la fin du monde, tu fais comment? J'aime beaucoup ton commentaire, je le trouve très marrant, El Belgian Monkey. Je suis un peu d'accord avec toi. C'est que, oui, en fait, je trouve que déjà, dès qu'on a prévu ces deux choses-là, bon voilà, l'événement catastrophe, c'est la fin du monde, quoi. Après, le franglais, oui, doucement, mais le rollback, c'est beaucoup utilisé dans le milieu du dev et sysadmin, enfin l'IT, quoi, l'informatique. Donc oui, il y a un autre article de Journal du Net qui parle évidemment d'OVH, pour aller un peu plus loin, qui parle du système incendie. Alors, je vous lis l'article, hein. Reste à savoir si le système incendie déployé dans les data centers d'OVH à Strasbourg a bien fonctionné. Un dispositif de détection des feux y est bien installé et des exercices anti-incendie y sont réalisés tous les 6 mois, mais les premières flammes qui se sont déclarées au sein du data center Strasbourg 2 ont-elles été identifiées par ce système ? L'article pose la question. Les procédures prévues ont-elles été correctement mises en œuvre? Au-delà de ces questions, une certitude demeure, les centres de données d'OVH Cloud à Strasbourg ne sont pas dotés de réseaux d'extinction, ils ne sont pas équipés de gicleurs d'eau comme c'est le cas dans les data centers d'OVH Cloud à Beauharnois au Canada, ni de brumisateurs haute pression permettant de résorber les flammes tout en protégeant les machines contre l'eau, ni de gaz inerte, à l'instar, il y a une petite faute d'ailleurs, à l'instar de la plupart des data centers du marché. Des gaz qui ont pour vocation de vider les salles serveurs de leur oxygène pour étouffer l'incendie en évitant là encore de causer des dégâts aux équipements. C'est vrai que le système de virer l'oxygène est plutôt malin, vu que le feu se nourrit d'oxygène, évidemment. Si vous avez des allergies franglais et anglicismes, nos contenus sont fortement déconseillés. Tout à fait. Very well, tout à fait, Mister Jérôme. Non mais oui, mais attends, dans l'IT... un peu de magnanimité, de magnanimité, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'IT, c'est compliqué de se passer de franglais, hein, les gens. Il faut bien le comprendre, ça. Voilà, dans le développement, le franglais est un peu omniprésent. Hein. Faudrait balancer du sable, ça serait plus efficace. Je pense que c'est une très mauvaise idée, le tutorien, parce que le sable, si ça rentre dans des machines et tout, ça les défonce. Alors que par contre, effectivement, du gaz ou des systèmes qui retirent l'oxygène d'une salle, tu protèges tes machines. Donc non, le sable, je pense, c'est une très mauvaise idée. C'est quoi l'IT? L'IT, en fait, c'est une race d'ail. C'est un type d'ail qui a un goût un petit peu plus fin que l'ail classique. Hein, parce que oui, tu as l'ail, voilà, l'ail classique que tu trouves en magasin, puis l'IT. Tu as aussi un type d'ail un peu particulier. Alors celui-là, tu le trouves que dans des magasins qui ont une pomme, c'est l'iPhone. Alors il coûte un peu cher celui-là par contre. Par contre, il est assez intéressant parce qu'effectivement avec lui tu peux passer des appels, des SMS, tu peux surfer sur ton téléphone et tout. Enfin c'est pas mal. Voilà. Et t'as aussi des trucs de stockage. Genre il y a l'iCloud, je crois, qui te permet. C'est un type d'ail, tu le coupes et dedans t'as des données stockées en ligne et tout. C'est pas mal. Voilà. Voilà. J'ai pas de son de nul, mais je pense très fort à le mettre et voilà, full gravier, 100% full gravier. Bref, vous avez, voilà, je voulais lire un petit peu plus de choses sur le système anti-incendie. Donc effectivement, il y a des questions qui se posent. Et puis voilà, il y a le thread. Merci Cyberdom pour ton rabonnement. Oui, le thread, donc le fil Twitter d'Octave Klaba qui est assez intéressant, qui récapitule tous les événements que je vous mets dans le chat. On va pas repasser dessus, il est déjà 8h20. Mais effectivement, je continue de trouver que la communication de crise
Je vous le montre rapidement, mais je trouve que la communication de crise d'Octave Klaba, le fait de tweeter régulièrement, hein, on va dire toutes les 2-3 heures en moyenne des news de ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est plutôt une bonne communication et c'est à souligner parce qu'effectivement, on a tendance à voir, c'est dans les moments de crise qu'on voit comment sont vraiment les entreprises, comment sont vraiment les gens, et là, ça fait quand même plaisir, je trouve. Voilà. Je suis étonné que la data center ne soit pas protégée par Argon. C'est ce que nous utilisons pour protéger les données dans le nucléaire. Ok, petit Jean, merci pour l'info. Je savais pas. Ben après, voilà, c'est peut-être des data centers qui étaient un peu plus vieux, un peu plus low cost. Je sais pas. Pour vous donner quelques sites qui, a priori, ont souffert de la... Bon, déjà, il y a un site, parce qu'il y a un YouTuber qui est celui qui gère le site, c'est Candy-san. C'est Tev d'ici Japon, si je dis pas de bêtises. Donc son site Candy-san, qui est un site où on peut acheter des friandises japonaises, si je dis pas de bêtises encore une fois, parce que je crois que j'y suis jamais allé sur son site. Mais lui, il a fait une vidéo pour dire qu'effectivement, il avait perdu son site et que c'était très très emmerdant. Mais vous avez des sites comme Abandonware France, Antidiscrimination... Bon, j'essaie de vous donner des plus populaires. Centre Pompidou, CoinHouse, Datagouv.fr, mais je pense que Datagouv.fr est revenu, si je dis pas de bêtises. Le département des Hautes-Pyrénées, blablabla, Génération ANT, Le Nouveau Détective, je sais pas ce que c'est. La Maïf, Sopress, Tennis Stable, le site de l'UPR, l'US Créteil Handball, Ville de Colmar, Voisins Vigilants et Solidaires. Voilà, donc il y a quand même pas mal, ce n'est qu'une petite liste, hein, parce qu'après ça ne compte pas tous les petits sites, évidemment tous les petits sites, plus pour les particuliers, les toutes petites entreprises. Et d'ailleurs, pour information, Rust, qui est un jeu vidéo, qui est assez connu, ils ont perdu tous leurs serveurs européens à cause du feu, de l'incendie dans les data centers d'OVH, et ils ont fait un tweet en disant « On a perdu ». Voilà, toutes les données européennes et les données ne pourront pas être restaurées. Voilà, donc attention. En fait, bon, cet événement, il est assez triste, mais c'est un bon rappel pour dire que ce qui est en ligne n'est pas forcément inaltérable. Et que si vous avez la possibilité de faire des sauvegardes de vos données à plusieurs endroits, hein, ce qu'on appelle la redondance des données. Rien à voir avec le fait qu'un objet soit contendant, évidemment, ça c'est complètement différent. Mais la redondance des données, c'est extrêmement important. Et moi je vous ai donné mon exemple pour mes photos pro. Mes photos professionnelles, je les ai à 2 endroits. En local chez moi et à distance sur Trezorite. Mais ça pourrait être n'importe quel cloud, hein, on s'en fout. C'est pas si vous avez la possibilité, c'est il faut faire des sauvegardes. Alors, sur Newt, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que nous, on est un peu... voilà, on est fan de tech et tout ça, donc c'est facile pour nous. Mais déjà, il faut comprendre que faire de la redondance de données, ça demande des connaissances techniques, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Donc, c'est facile de dire, il faut faire des sauvegardes, mais il y a des gens pour qui les moyens... Enfin, ils n'ont pas les moyens. C'est un de ces 3 moyens que je viens de citer. Donc c'est plus compliqué pour certains à dire qu'à faire. Donc en fait, pourquoi je vous fais chier avec ça, c'est parce qu'on est prompt sur les réseaux sociaux à critiquer en pointant du doigt en disant « Ah, mais tu es une mauvaise personne, tu n'as pas fait de sauvegarde. » Tout le monde n'a pas les compétences, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas l'argent. Par contre, comme je l'ai dit, il faut critiquer quand c'est effectivement une entreprise qui génère un bon chiffre d'affaires ou quand c'est l'État. Là, oui, là, je trouve ça totalement normal qu'il y ait une tempête de caca, pour ne pas faire d'anglicisme. Par contre, quand c'est des petites entreprises ou des particuliers, voilà, soyez cool. Sûrement des sites mutualisés. Bonjour, au-delà des sauvegardes de données, quand OVH est aussi ton fournisseur de nom de domaine, c'est chaud. Moi, j'ai pas perdu mon nom de domaine, j'ai vérifié, mais guillaumeslash.fr, il fonctionne toujours. Donc ça fait plaisir. Mais bon, j'ai pas d'hébergement dessus. Moi, mon site, il est... En gros, j'ai juste une redirection, mais mon site, c'est hébergé par Adobe, parce que c'est mon site photo. J'ai une petite goutte de sueur, mais non, c'est bon. Le site des photos, il est toujours là, ça fait plaisir. Mais stocker des données sur un Google Drive ou autre grosse boîte du genre, c'est pas suffisant. Si Google Drive, ça va. Je pense que OVH, c'est un concours de circonstances qui est un peu malencontreux. Mais tu vois, c'est ça qui est embêtant, et après on va vraiment terminer là, c'est que c'est chiant parce que les gens vont arrêter d'aller vont beaucoup moins aller chez OVH après ce genre d'événement, parce qu'il y avait déjà une panne électrique, il y avait eu, je crois, des fuites d'eau à un moment. Ça écorche la confiance, quoi.
Est-ce qu'on sait si ça va avoir une influence sur l'entrée en bourse d'OVH? On ne sait pas, mais c'est encore trop tôt pour dire. C'est encore beaucoup trop tôt pour dire. Est-ce qu'on peut demander un dédommagement au OVH si on a perdu des datas importantes? Je ne sais pas, Jojo France. Comme je l'ai dit, on n'est pas le service après-vente d'OVH. Je ne sais pas du tout. N'hésite pas à les contacter. Pour boîte de post... Ah, coucou Jimmy Lafleur. Pour la boîte de post-prod pour laquelle je bosse, je suis la réglée des 3-2-1... Ah, tu suis la règle, pardon, ok, pas la règle. La règle des 3-2-1. 3 copies, 2 supports, un note-le géographique. L'été dernier, ça nous a sauvé la vie. C'est le problème de la sécurité et des sauvegardes, c'est que c'est quand c'est la merde que tu te rends compte que t'as bien bossé. Voilà, donc un jour, peut-être que mon as va mourir, un jour, peut-être que Trésorite, ça va partir en cacahuète, et ben je serais très content d'avoir les deux. Mais je reconnais que c'est voilà, c'est quand c'est la merde qu'on est content de l'avoir mis en place. On va avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler des GAFA. Alors, j'ai remarqué qu'aux États-Unis, ils ne disent plus GAFAM, ils disent GAFA. Alors, pourquoi Microsoft est très régulièrement pas dans le blog des GAFAM, des 5 ? Je ne sais pas. Est-ce que des gens dans le chat ont un peu l'explication? Est-ce que le fait que Microsoft soit un peu plus en retrait sur la collecte des données et tout ça... Je continue de penser que Microsoft reste dans le bloc des GAFAM. Ils ont eu des pratiques anticoncurrentielles, donc je suis un peu étonné. Pourquoi Microsoft, on le dit de moins en moins et on ne parle que des GAFA et pas des GAFAM? Parce que Microsoft, niveau collecte de données, ils sont moins pires que Facebook et Google, ok, ou Amazon, mais... parce que, en fait, je vais pousser un peu mon raisonnement, mais j'ai envie de dire, s'il y a une entreprise dans le lot à supprimer en premier, ce serait plutôt Apple. Parce que niveau données collectées, c'est les moins pires du lot. Donc en fait, je comprends pas pourquoi Apple est encore là et pourquoi Microsoft n'est plus là. Parce que si on suit la logique de la collecte de données, c'est plutôt Apple qui devrait plus être là. Et Microsoft, il devrait être encore bien présent. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tout le monde quitte Windows. Pour moi, GAFA égale GAFAM. Non, mais moi aussi. Hein. Parce qu'Apple, attention, hein, Apple, ok sur la vie privée, on a déjà dit dans les vidéos et tout, ils sont moins pires. Mais ils ont d'autres pratiques qui sont absolument crado, et que ce soit sur le fait de ne pas payer les impôts, que ce soit sur la réparabilité. Donc attention, hein, je ne défends pas Apple spécifiquement. Je dis juste que c'est les moins pires des 5 sur la collecte des données. C'est les moins pires. Notez ce que je dis pour ceux qui vont aller chercher la petite bête. Je n'ai pas dit que c'était les meilleurs. J'ai dit que c'était les moins pires. Donc bref, article intéressant, les GAFA, sous pression face à l'administration Biden. Oui, parce que à chaque fois je dis Biden, mais c'est Biden, hein. C'est pas Biden. Le président Joe Biden va nommer à l'autorité... C'est intéressant cet article parce que, ok, c'est américain, et je sais que des gens nous ont déjà reproché qu'on faisait des articles parfois un peu américains, mais c'est intéressant parce que c'est un tournant dans la façon dont les GAFAM vont être traités. J'ai une petite araignée. Hop là, va-t'en, toi. Qui passait devant mon écran. Voilà, ça faisait plaisir. Bref. Oui, donc je disais, c'est vraiment il y a un changement du traitement des GAFAM en ce moment qui est super intéressant, et il faut qu'on vous en parle parce que ça va avoir très certainement un impact sur les prochaines années. Sur le fait que le marteau de la justice, pam, va taper un peu plus sur les GAFAM, et c'est une bonne chose, je pense. Donc le président Joe Biden va nommer à la FTC, à l'autorité américaine de la concurrence, la juriste Lina Khan, connue pour son hostilité au monopole des géants de la tech. Cette nomination serait un signe supplémentaire de la volonté de la nouvelle administration d'engager un bras de fer avec Google, Amazon, Facebook et Apple autour de pratiques jugées anticoncurrentielles. Donc en gros, on est en train de nommer une nana qui pèse dans le game. Enseignant le droit à l'université de Columbia, Lina Khan a récemment fait partie d'une équipe de chercheurs chargée de produire un rapport pour la sous-commission antitrust, donc les lois qui défendent la concurrence en gros, de la Chambre des représentants. Ce groupe de travail a sorti en octobre dernier un volumineux dossier où il accuse les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, de monopole et d'abus de position dominante dans leurs secteurs respectifs. Pour aller un peu plus loin sur Lina Khan, cette universitaire s'était fait connaître dans le monde académique en 2017, alors qu'elle était encore étudiante, en publiant, donc en plus ça a l'air d'être une chouette femme, en publiant dans la revue de droit de Yale un article intitulé Le paradoxe antitrust d'Amazon. Pas lu cet article, mais j'irai le lire, je pense, après le live. Elle y estimait que l'arsenal législatif américain était insuffisant pour lutter contre les pratiques monopolistiques de groupes comme le géant du commerce en ligne. Et il y a une autre personne qui va venir épauler
Joe Biden, hein, donc Tim Wu, conseiller de Joe Biden, qui lui aussi était professeur à Columbia et défenseur des lois antitrust, et défenseur de lois aussi beaucoup plus strictes hein, pour encadrer le pouvoir des GAFA, et il va rejoindre le prestigieux Conseil économique national, le NEC, de la Maison-Blanche. Et l'article conclut en disant un truc intéressant. En choisissant de tels profils, l'administration Biden envoie un message de fermeté aux piliers technologiques américains, déjà visés par de multiples enquêtes et poursuites de la part des États, du Congrès, du ministère de la Justice et de la FTC. Comme je vous l'ai dit, l'autorité américaine de la concurrence. C'est une très bonne nouvelle. J'ai pas grand chose à rajouter, je trouve que l'article de 20 minutes était plutôt bien construit, bien écrit. Donc voilà, je trouve que c'est très très bien qu'il y ait enfin, de plus en plus, l'étau qui se resserre autour des GAFAM. Il y a eu des pratiques depuis plusieurs années. Typiquement, hein, Android avec Google, pour moi, est une pratique... c'est pas normal qu'un système open source soit à ce point, je vais dire qu'engrainé par Google. On le voit, hein, dès qu'on n'utilise plus Google sur un Android, on est obligé d'utiliser des palliatifs comme MicroG. Je vous renvoie à ma vidéo retour d'expérience et mon tuto comment se dégoogliser. Si on utilise iOS, on est obligé de passer par le store officiel d'iOS. Je sais, il y a des gens qui vont faire « oui, mais c'est comme ça qu'on est protégé ». Rien n'empêche iOS d'ouvrir la possibilité d'avoir un store alternatif. Ça marche très bien sur Android et ça ne fait pas plus de virus. Et il y a de très bonnes applis en open source. Donc pour moi, ce n'est pas un argument valide. À partir du moment où on a touché à F-Droid sur Android, on ne peut pas dire que les stores alternatifs soient une mauvaise idée. Ok, il peut y avoir une petite perte de cohérence entre les applis, de machin, de bidule. Mais non, des stores alternatifs ne dégraderont pas votre système. Et vous aurez toujours le choix de garder les applications sur le store officiel iOS. Je lis un peu vos messages parce que j'ai beaucoup monologué. Apple collecte autant que les autres, il ne les revend pas, c'est tout. Apple collecte un peu moins que les autres quand même, Victorien. Il y avait des chercheurs qui avaient regardé ce qu'un iPhone envoyait au réseau par rapport à ce qu'un Android envoyait au réseau en se mettant, en gros, j'ai le mot anglais qui me vient, en se mettant entre ton iPhone et ton routeur. En gros, il regardait un peu ce qui était envoyé et les iPhones transmettent moins de choses quand même. Le problème, c'est que les GAFAM... Le problème, c'est que GAFAM n'est pas forcément lié à la collecte des données. Oui, il n'y a pas que la collecte des données qui est problématique dans les GAFAM. Alors, les Microsoft exclus, c'est dû à leur positionnement, ouverture et coopération avec les concurrents, Android, libéralisation des brevets avec Linux, orientation plus vers les pros que le grand public. C'est vrai qu'il y a un peu une tournure chez Microsoft de s'orienter plus vers le monde professionnel, ça, c'est vrai. On le voit avec Microsoft Teams. Bon, après, j'ai que l'exemple de Microsoft Teams en tête. Je réfléchis, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Si, c'est vrai que quand tu vas sur le site d'Outlook, c'est quand même le monde professionnel qui est beaucoup plus mis en avant sur Microsoft. Bon. Je suis encore un peu dubitatif. Du coup, effectivement, comme ça a déjà dit, dire qu'il faut forcément parler de GAFA, mais faux. Moi, je continue de... quand tu installes Windows 10, tu as quand même Edge qui est préinstallé. Il y a quand même encore des choses qui sont un peu limite. En tenant à chaque fois mon iPhone en marchant pour écouter le mug, je me dis vivement que je puisse regarder le mug avec Apple Glass. Oui, pourquoi pas. Oui, du man in the middle, mais en fait, moi, c'était Wiretap, le mot anglais que j'avais, Wayro en tête, en mode écoute intermédiaire, quoi. Excel est omniprésent en entreprise, pareil pour Outlook, tout à fait. Certains libristes diraient que c'est une mauvaise chose, mais et ça se défend. Leurs abonnements sont presque tous pro. Oui, mais même le nom tout court, on n'a pas choisi GAFAM en fonction de la collecte des données. Ouais. Défendre le store unique lié au matériel est un non-sens, une restriction énorme de liberté d'achat, de création. On utilise un argument partiellement vrai, mais qui est surtout là pour garantir des revenus à son créateur. Je suis assez d'accord avec toi, Hippomonia. En fait, pour moi, encore une fois, sur ce débat-là, Apple peut très bien ouvrir... D'ailleurs, en fait, il y a des stores alternatifs sur iOS. En vrai, je dis ça, mais ça existe déjà. Il y a des petits filous qui ont trouvé un peu des combines, et ça marche pas mal. Mais pour moi, ce système... comment dire? Un store unique est un goulot d'étranglement énorme pour même certaines applis qui... la liberté est quelque chose d'important, et je trouve que... Autant j'utilise après régulièrement iOS aussi pour le boulot et tout, mais autant c'est vrai que... Putain, quand t'as une appli qui est pas parfaitement dans les guidelines d'Apple et tout ça, c'est chiant. Et aussi, ça demande un coût d'entrée pour développer sur iOS. Voilà. Et oui, le gars avait essayé 3 appareils, il avait mesuré la consommation, les résultats étaient Google supérieur à Microsoft, supérieur à Apple, tout à fait.
Je suis passé sur Lineage.js et je suis ravi, je pense passer sur i très prochainement. Ouais, c'est très bien, Marc. C'est très très bien. Guillaume dire GAFAM parce que Microsoft collecte des données. Mais si on prend cet article, c'est lié à un autre problème. Donc, non, donc dire non, il faut dire GAFAM, bah non, ça dépend du sujet. Microsoft n'est pas en position de pouvoir dire qu'ils abusent de leur position dominante avec leur store d'app. Je pense que si tu vas... Je fais le truc en direct, mais si tu vas sur Microsoft Wikipédia, on prend l'article de Microsoft, on va le prendre en anglais, parce que c'est souvent plus complet. Corporate, machin, Microsoft Corporation, Controversies. Attends, Controverse... Oh, il n'y a pas de... Non. Attends. Ça me paraît étonnant que sur l'article TTT, Headquarters, Corporate Culture, je suis étonné que sur l'article de Microsoft, il n'y ait pas une section... Après, c'est peut-être une preuve aussi qu'effectivement, c'est beaucoup moins pire chez Microsoft. Microsoft, abus de position dominante. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs années, il y avait eu des choses qui avaient embêté Microsoft. Microsoft poursuivi en Europe pour abus de position dominante. Alors, ces articles datent de quand? Les abus de position dominante, le cas Microsoft. Bon, il y a quand même des news. Je regarde un peu, je suis très curieux. En 2017, Microsoft poursuivi en Europe pour abus de position dominante. 2017, c'est quand même pas si vieux. C'était Kaspersky qui attaquait en disant que Microsoft favorisait Windows Defender et empêchait d'autres solutions de sécurité. Pourquoi pas? Microsoft attaque Google, donc ça c'est une autre chose. Bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quand même moins de problématiques apparemment. Il y a un article qui a été créé en 2008. Ok. 2007, la justice européenne confirme l'amende de 497 millions à Microsoft. Peut-être qu'effectivement, durant les dernières années, Microsoft a plus montré patte blanche. Je reconnais peut-être que je me gourre. Hein. Je veux pas être con et pousser mon truc jusqu'au bout. Peut-être qu'effectivement, il vaut mieux dire aujourd'hui GAFA et plus GAFAM. Dépendant, comment dire, de façon par rapport au contexte, tout simplement. Je suis obligé de payer Office et leur Drive chaque année à cause de leur position dominante. Avec Windows, il est en quasi-position dominante, même si c'est vrai que cela se tasse. Guillaume, est-ce que le Microsoft Store est la seule option pour installer des apps? Non, et je dirais même que c'est le moins utilisé parce qu'il est mauvais. Cet article parle des stores qui sont la seule option. Il ne faut pas mélanger tous les sujets. Non, l'article là ne parle pas spécialement des stores ou de choses comme ça. L'article parle des abus de position dominante en général des GAFA, a priori. Voilà. Donc... Bon, en tout cas, c'était intéressant. C'est intéressant d'en parler avec vous. C'est intéressant de voir que les choses évoluent. C'est intéressant de voir que Microsoft est de moins en moins cité. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Windows reste installé par défaut sur les PC. Ouais, après, Windows, tes ordinateurs, je pense que c'est là où ils peuvent se défendre, c'est que tes ordinateurs, tu peux très bien les remplacer par du Linux. S'il y avait un endroit où s'il y avait bien un endroit où il y a de la position dominante, c'est plus Apple avec macOS où tu ne peux pas changer ton système d'exploitation. Ou les iPhones avec iOS. Alors que typiquement les Android, si tu les déverrouilles, tu peux changer ton système. Je bosse pour une boîte qui fait des apps et je confirme que ce soit iOS ou OS X, Apple est une tannée. Ouais, très contraignant Apple. Je reconnais que pour le dev, pour avoir dev aussi pour du Apple, alors pas beaucoup moi, mais quand on avait monté une boîte avec mes potes, développer pour du Apple était beaucoup plus contraignant, effectivement. Bref, on va avancer, on va parler un peu d'espace. Alors, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur cette news, parce que, je vous l'ai toujours dit, hein, tout ce qui touchait à l'astronomie, à l'espace, bon, je trouve ça intéressant, mais c'est pas forcément des choses qui me surpassionnent tant que ça. Mais je voulais vous en parler parce qu'effectivement, je pense que dans le chat, il y en a pas beaucoup parmi vous qui sont très fans de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, des scientifiques ont identifié un signal radio venu des confins de l'espace. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Non, je vous rassure, ou pas rassure, hein, je ne sais pas. Mais ce ne sont pas des extraterrestres ou des formes de vie qui auraient émis un signal radio ou quoi que ce soit. Non. Ce sont des émissions radio donc, qui ont été découvertes par des astronomes. Ça a été annoncé par l'Observatoire européen austral, l'ESO, dans un communiqué de presse. Et en fait, ces ondes radio viennent d'un
quasar. Qu'est-ce qu'un quasar? C'est un quasi-stellar radio source, une source stellaire en gros, une source radio stellaire, un astre de grande luminosité émettant des jets dans des longueurs d'onde radio. La lumière provenant de ce quasar, baptisé P172 plus 18, très joli nom, très beau bébé, a mis 13 milliards d'années à atteindre la Terre. Ça par contre je trouve ça incroyable. Non, en vrai ça c'est incroyable. On se dit que la lumière qu'on reçoit d'un astre, d'un astre stellaire, c'est 13 milliards d'années. C'est fou quand même. En vrai, quand on y pense, c'est incroyable. En gros, nous voyons ce quasar, donc lorsqu'il était... Ah putain, la phrase est bizarrement écrite. En gros, on le voit comme si l'univers avait à peine 780 millions d'années. Voilà, tellement la lumière a mis du temps à parvenir à notre planète Terre. C'est la première fois que les astronomes ont pu identifier et étudier les signatures révélatrices de jets radio dans un quasar aussitôt dans l'histoire de l'univers. P172 plus 18 pourrait fournir un élément de plus pour comprendre l'univers primordial, d'où nous venons et finalement nous-mêmes. Incroyable. Les quasars, pour un peu plus d'infos, ça a été découvert il y a une 50aine d'années. Ils ont été nommés ainsi par un astronome chinois. Ces objets très lumineux sont présents au centre de certaines galaxies. Ils sont constitués d'un trou noir hypermassif, d'un disque d'accrétion constitué de gaz et de poussière. Celui-ci tourne autour du trou noir qui absorbe le gaz et libère de l'énergie. C'est cette énergie qui émet la lumière repérée par les astronomes. L'ESO précise que seuls 10%, donc l'ESO c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'Observatoire européen austral, précise que seuls 10% des quasars produisent des jets qui brillent à des fréquences radio. Voilà, c'était pas les ovnis mais mon micro-ondes, j'aurais chauffé mon café pour écouter le mug. Quasi-stellar, pourquoi? Je prononce pas bien? Je prononce pas bien, c'est ça? Qualité pour le... Oui, quasi-stellar. Oui, quasar, quasar? Quasi-stellar. Quasar, oui, quasar, quasar. Peut-être que je prononce mal, je suis désolé. Hein. Encore une fois, l'astronomie n'est pas un domaine que je suis assidûment. Je suis désolé. Technisavoir qui a l'air de tiquer. Quasar. Ok, les quasars. Bref, on va avancer et on va parler d'une news très très chouette pour les personnes à mobilité réduite. Ça c'est génial. Je vais vous montrer un peu la petite vidéo. C'est une start-up française qui développe un produit qui s'appelle le Gyrolift. Et c'est un produit qui pourrait aider les personnes en fauteuil roulant, mais d'ailleurs pas que. Mais je trouve ça cool en plus de parler un peu d'inclusivité, voilà, et des personnes atteintes d'un handicap moteur, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément assez souvent, en règle générale. Et en gros, c'est un nouveau fauteuil donc, qui est créé par une startup qui s'appelle Gyrolift, qui possède un système de verticalisation. Alors, je vais vous montrer, parce que c'est vachement intéressant. L'idée derrière ce système-là, c'est de pouvoir permettre donc, à ces personnes de se placer, on va dire, quasiment debout. Je vais vous montrer. En gros, il y a un système qui permet de remonter le siège et de se mettre beaucoup plus à hauteur, on va dire, habituelle. Hein, parce qu'effectivement, quand on est assis, c'est ce qui est expliqué dans l'article beaucoup, c'est que quand on est assis dans un fauteuil roulant, eh bien, on est quand même beaucoup plus bas que, voilà, que les personnes qui n'ont pas de handicap moteur, qui ne sont pas en fauteuil roulant, et pour participer à la vie de l'entreprise, pour des tâches qui demandent d'accéder par exemple à des porte-manteaux, hein. Il y a un exemple dans la vidéo de ça, mais effectivement, rien que pour attraper une veste dans un porte-manteau, c'est ici que c'est montré. Attendez, je vous avance un petit peu. Hop, ici, voilà. Le Gyrolift permet justement d'avoir une position qui est beaucoup plus debout et d'attraper son manteau. Voilà, pour être mieux inclus dans la vie quotidienne, dans la vie de l'entreprise, et je trouve que c'est vachement chouette. Ça permet effectivement d'avoir plus d'autonomie, comme il le dit, d'avoir des objets en hauteur, avoir accès à des plans de travail, c'est avoir accès à une vie sociale, parce que j'imagine pas effectivement, c'est très difficile de se projeter quand on n'est pas atteint d'un handicap, mais j'imagine très bien que par exemple on sort en boîte ou on sort dans un bar. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais effectivement être en fauteuil roulant doit être plus compliqué pour, je pense, être à hauteur des autres, etc. Je veux pas, attention, hein, je suis très prudent sur cet article parce que je veux pas
potentiellement vexer des gens. Donc je suis désolé si peut-être je suis maladroit dans certains propos, c'est pas du tout mon intention. Mais j'essaie de me projeter, j'essaie d'imaginer qu'effectivement d'être assis en permanence doit être moins pratique pour être inclus dans une vie sociale, active, etc. Donc je trouve que l'idée est super chouette et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouve que c'est trop bien. Je trouve que c'est vraiment très bien. Donc le gyrolift, l'idée est venue du Segway, hein, vous savez, l'espèce de petite... de petits bidules sur lesquels on peut monter et avancer en se penchant, tourner en penchant sur un pied gauche ou un pied droit. Donc l'idée du gyrolift est venue des Segway. Et le gyrolift donc permet de monter et descendre une marche, d'attraper des objets en hauteur, d'être à la hauteur des personnes à qui on s'adresse. Voilà, donc après il y a tout un blabla sur le gyrolift. Je vais peut-être aller un peu plus vite parce qu'il est déjà 8h46. Mais alors, donc il y a un intérêt pour les personnes qui sont, qui ont un handicap, mais il y a aussi un intérêt pour les personnes valides. Je cite, « On partage l'idée en interne et on se rend compte qu'un certain nombre de collaborateurs, notamment les équipes en charge de l'entretien du campus ou de la distribution du courrier, sont intéressés. Ces personnes aimeraient l'utiliser, donc le gyrolift, pour gagner du temps ou éviter la fatigabilité, oui, parce qu'ils font beaucoup de kilomètres sur le campus. » Et apparemment, il y a aussi une certaine attente chez des particuliers, donc pas forcément des outils que pour des... Enfin, le gyrolift ne serait pas forcément à destination que des pros. Ils ont reçu à la boîte de l'entreprise des mails venant d'Inde, de Thaïlande ou d'Argentine, de personnes souhaitant savoir comment acquérir un gyrolift. Et ce qui est le gros point fort de cette solution, c'est que en fait, le gyrolift serait dispo à partir de 6 000 €, ce qui est un prix très raisonnable pour un tel produit, parce qu'apparemment, apparemment c'est beaucoup plus cher. Voilà. En tant qu'ergothérapeute, je trouve ça génial. Coucou à toi, Jean Bomber. Coucou à toi. Ah, je pense que Jean Bomber, tu vas être chaud sur Samuel Etienne. J'ai vu ton tweet tout à l'heure. Être assis en permanence, c'est aussi des problèmes articulaires. J'en doute pas. Même pas que j'en doute pas, c'est qu'effectivement, être assis en permanence, on le sait, c'est pas une bonne chose pour la santé. C'est cool le Segway, mais 8 000 €, je te connaissais pas, mais super intéressant. Bienvenue à toi, Rabbi Jacobs. Bienvenue à toi. Un fauteuil roulant mécanique, mais pour les muscles, mais pour pousser les roues moi-même. Un fauteuil de ce genre est sûrement moins cher car pas électrique a été inventé en Inde il y a 2 ans. Bonne idée, le concept n'est pas récent, par contre le prix doit piquer. Je pense que 6 000 € c'est un prix très raisonnable, mais je ne suis pas expert dans le domaine. C'est combien un fauteuil roulant standard? Peut-être que des personnes dans le chat peuvent nous aiguiller sur le prix. Je n'ai aucune idée du prix d'un fauteuil roulant standard. Je crois que c'est assez cher. Le monde de Wall-E arrive enfin. Je ne crois pas qu'on y soit là, Techni Savoir. Par contre, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être chouette pour l'inclusivité des personnes qui sont atteintes d'un handicap. Je pense que ça peut vraiment, vraiment être chouette. Oui, c'est financé par les mutuelles, souvent. C'est vrai, Yves Castel. Après, les mutuelles, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une mutuelle non plus. Je remonte un peu dans le chat. Je suis moi-même en fauteuil manuel. Ça existe depuis très longtemps, mais ce n'était peut-être pas aussi sophistiqué. Ok. Mon fauteuil est mécanique, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour me pousser. Ok. Je redescends un peu. C'est remboursé le fauteuil roulant. Ouais, fauteuil roulant à propulsion manuelle. Alors Marc, tu nous donnes des infos, merci à toi. 395 à 960 €. Fauteuil roulant à propulsion électrique, 2700 à 3900 €. Ah ouais. Fauteuil roulant verticalisateur, utilisateur en position assise ou verticale, 1500 à 5200 €. Alors, tu as mis ta source, mais il ne faut pas mettre des liens dans le chat. Les liens sont supprimés. Moi, le fauteuil roulant électrique de mon père coûte 5500 €. Ah ouais. 8 000 € mon fauteuil manuel. Ouf. T'as la CSS maintenant, tu peux pas payer une mutuelle et quand tu bosses, ton patron doit t'en fournir. Ok. Faites gaffe à vos liens, ça ne marche pas, on les voit pas. Source sentienne.fr. Ok, merci à toi Marc. Du coup, quelqu'un sait si c'est remboursé ou pas? A priori, donc il y a des gens qui disent que c'est remboursé. Les fauteuils électriques sécu, c'est dans les 1300 pour la base et ça monte à 30 000 € pour certaines marques. Les prix, les fabricants se gavent un peu. Il y a pas mal de technologies sur les fauteuils électriques aussi. Hein. Enfin, sur les fauteuils en général, mais surtout sur les fauteuils électriques. C'est quand même souvent, pour avoir eu pendant mes études, effectivement, dans ma classe, une personne qui était en fauteuil, il y a quand même une certaine technologie dedans. Après, peut-être que le prix est un peu gonflé, certes,
Mais il faut qu'il y ait une certaine technologie, j'imagine qu'il y a une certaine qualité des matériaux aussi. Donc bon, je vais pas me prononcer à la place des gens qui seraient mieux placés que moi, mais de ce que j'en ai ressenti, je pense que... je pense qu'il y avait une certaine technologie. Merci pour ton abonnement, Xayer42. Merci, merci. On va avancer, on va parler très rapidement et après on va passer à la tartine où on va parler de Twitch, de Samuel Etienne, de politique. Ça va être super intéressant, il va y avoir plein de débats, ça va être incroyable. Mais on va parler très rapidement de Lou Otens. Est-ce que des gens savent dans le chat qui est Lou Otens ou Lou Otan? Mais je pense qu'on dit Lou Otens. Peut-être pas. Eh bien, je vais vous montrer une image qui va peut-être vous faire comprendre. Alors, c'est une triste nouvelle, par contre, mais ça rappellera des souvenirs, je pense, à pas mal de monde. Si je vous montre cette image, je pense que les plus anciens parmi nous reconnaîtront cet objet incroyable. Salut Cinema Strange, bienvenue à toi. Voilà. Eh bien, Lou Otens, c'était l'inventeur de la cassette audio. Alors malheureusement, Lou Otens s'est éteint à l'âge de 94 ans aux Pays-Bas. Lou Otens, c'était lui, hein, je vous montre une photo. Et Lou Otens, c'était donc un des inventeurs, enfin l'inventeur, mais c'était une équipe, hein, l'inventeur de la cassette à bande magnétique. Donc cassette effectivement que je pense la plupart parmi vous ont connu. Alors pour info, donc moi j'ai 27 ans, quasiment 28 bientôt. J'ai à peine connu les cassettes audio. C'est-à-dire que j'ai le souvenir d'avoir manipulé des cassettes, d'avoir écouté des choses avec des cassettes audio, mais j'ai grandi plutôt avec le CD-ROM. Enfin, avec le CD, quoi. Pas vraiment avec des cassettes, mais j'ai connu. J'ai connu les lecteurs de cassettes, j'ai connu tout ça. Mais pas pendant plusieurs années, quoi. J'étais vraiment pitchoun. Alors, cassette audio, a priori, pas VHS. Pas VHS. Et oui, The Gold Killer, hein, ça rajeunit pas. Hein. Ouais, le support de nos playlists, Philips, tout ça. 35 ans, j'enregistrais des émissions de radio sur cassette. J'avais un lecteur de cassette au collège. Ah, c'est fou, hein. Ah, j'étais sûr que ça vous rappellerait des souvenirs. Mais bon, en tout cas, voilà, l'homme qui avait rejoint Philips en 1952, donc Lou Otens. Donc il est né en 1926, il avait rejoint Philips en 1952. Il y avait travaillé toute sa carrière. Il a dédié sa vie à cette entreprise. Il a travaillé donc et il a développé la cassette audio et il a aussi bossé sur le CD. D'ailleurs, voilà, il n'est pas l'inventeur du CD, mais il a bossé sur le développement du CD, le compact disc pour information. Mais voilà, et je pense que certains se rappelleront du crayon qui permettait qu'on mettait dans la cassette et qu'on tournait. Mais voilà, qu'est-ce que t'as dit, Jérôme? Non, ça me dit rien, mais après le gramophone, ma mémoire se brouille. Moi, après le gramophone, ma mémoire se brouille. Très bon commentaire, Jérôme. J'avais un Walkman au collège et j'enregistrais les musiques qui passaient à la radio. J'ai connu les cassettes audio utilisées. Vous savez quoi? On va lancer un petit sondage pour le fun. On va lancer un petit sondage. Est-ce que vous avez connu les cassettes? Ouais, je suis très curieux. Je suis très curieux. C'est un petit sondage fun, mignon. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est plus pour rigoler un peu. Avez-vous connu les cassettes? Voilà. Alors, connu dans le sens... Enfin, je vais mettre plusieurs réponses. Oui, j'utilisais régulièrement. Oh putain, les réponses sont pas longues. Hein. Oui, j'utilisais régulièrement. Putain, c'est vraiment pas long. Avez-vous connu les cassettes? J'utilisais régulièrement. J'ai connu vite fait. Moi, je répondrais ça, par exemple. J'ai connu vite fait. J'utilisais régulièrement. J'ai connu vite fait. Entendu parler et jamais vu ni utilisé. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu les cassettes. Genre peut-être, voilà, il y a la génération, enfin ceux qui sont nés récemment, qui ont peut-être, il y a des jeunes, des très jeunes qui nous écoutent dans le chat, peut-être des gens qui ont 11, 12, 13 ans, et qui peut-être n'ont jamais vu vraiment de cassette audio, quoi. Jamais vu ni utilisé, entendu parler vite fait. Vite fait, je vais écrire vite fait comme ça parce que ça, il y a pas... Ah si, il y a la place. Entendu parler vite fait. Jamais vu ni utilisé. J'utilisais régulièrement, j'ai connu vite fait, entendu parler vite fait. Non, vite fait, je le mets plusieurs fois. Entendu parler. Ok. J'ai connu un peu, on va mettre. Un peu. Voilà, j'ai connu un peu, entendu parler vite fait.
J'ai connu un peu... Moi, moi je me mettrais là-dedans. Entendu parler vite fait, c'est vraiment j'en ai jamais manipulé. J'utilisais régulièrement. J'ai utilisé un peu plutôt, ça sera plus clair. J'ai utilisé un peu, entendu parler vite fait. Commencez un sondage. Voilà, à vos votes, les gens. À vos votes, à vos votes. Je suis très curieux. Moi, je vais voter aussi. J'ai utilisé un petit peu. Voilà. Je suis très curieux de voir vos retours. Oh, le j'utilisais régulièrement qui est en tête. Entendu parler vite fait, jamais vu ni utilisé. Le sondage, ça devient à mémoire. Écoute, on essaye de faire des sondages de qualité, mon cher Olek Impec. Eh, vous êtes nombreux ce matin. Il y a 170 personnes qui ont voté, j'utilisais régulièrement. J'ai utilisé un peu, il y a 62 personnes. Entendu parler vite fait, vous êtes 4. Entendu parler vite fait, vous êtes 5. Ah, il y a une écrasante majorité de gens qui utilisaient régulièrement. Oh, Arcane qui attaque violemment, qui dit chat de vieux croutons. Ouf! Vous laissez pas faire le chat, hein. Vous laissez pas faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous mentionner Arcane en mettant des emojis de Jérôme Sorcier. Regardez, je vais le faire aussi. Arcane, je t'envoie le sortilège Jérôme Kainborg. Parce que là, je trouve que tu manques de respect à la communauté. Et ça va pas du tout. Donc, je t'envoie un sortilège de Jérôme Sorcière. Parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. En tout cas, il n'y a personne qui n'a jamais vu ni utilisé. Je m'attendais à ce qu'il y ait une ou deux personnes. Je dois bien avouer. Aïe, 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 Arcane. Aïe, 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 aïe. Jérôme Sorcière et les graviers qui lui sont jetés dessus. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais Arcane, tu mérites la sauce. Hein. Tu mérites la sauce, je suis désolé. On fait pas de cyberbullying sur Nowtech, mais là, tu mérites la sauce. C'est voilà, c'est obligatoire. Il y en a qui lui envoient Staline carrément. Ah ouais, non, mais au goulag. Hein. Au goulag, au goulag. Pour les plus premiers degrés, c'est évidemment une blague. Le sondage est quasiment fini. Et c'est intéressant de voir que vous êtes 232 à avoir... donc 74% à avoir voté, j'utilisais régulièrement. Donc on a les 3/4 du chat qui ont été des utilisateurs de cassettes régulièrement. Ok, c'est cool. J'ai utilisé un peu, 24%. J'ai entendu parler vite fait, 2%. Bon, ok. Intéressant. Très intéressant. J'ai vendu récemment un lot de cassettes prix x6 car la dernière usine qui les fabriquait au Mexique a fermé. Oh, rigolo, Olivier. C'est rigolo. Je me rappelle du slogan de Sony de l'époque. J'en ai rêvé, Sony l'a fait en parlant du Walkman. Ah ouais, le Walkman. Gros. Le Walkman, pour moi, en fait, comment dire, au niveau de la musique, il y a eu le Walkman et là, il y a eu l'iPod. Pour moi, c'est les deux révolutions. Il y a Sony qui a fait le Walkman et ça a révolutionné la façon dont on écoute la musique. Et il y a eu Apple qui a sorti l'iPod et ça a révolutionné la façon dont on écoutait la musique. Et je sais qu'il y a eu plein d'autres baladeurs MP3 et tout, mais j'ai la sensation que c'est Apple qui a vraiment marqué le marché de la musique pour un peu l'époque, on va dire, un peu plus récente. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, mais moi, des fois, j'ai des pulsions j'ai envie de me racheter un iPod Nano d'occasion, juste pour le plaisir de réutiliser un iPod Nano. Ce qui est très con, parce que je vais l'utiliser 3 jours et puis ça va me servir à rien. Mais des fois, j'ai cette pulsion de me racheter un iPod Nano, juste pour le plaisir. Tic, perso, c'est Arcos qui m'a marqué. Nanana, j'en ai encore plein. iPod Touch Team. Ouais. iPod Shuffle. J'ai pas ce genre de pulsion. Voilà, c'est dit. Je te comprends, j'ai encore mon iPod classique. Mon grand-père avait acheté un des premiers. Il faut quand même... Crac Guillaume. Non mais arrêtez les gens, arrêtez. Vous êtes les pires. Bon, vous savez quoi, comme vous êtes les pires, on va avancer. Et voilà, petit message de soutien évidemment à la famille de Lou Otens. Ça avait l'air d'être une chouette personne et il a fait une invention qui a révolutionné notre époque. Donc voilà, je voulais le mentionner dans l'émission. Avant de passer à notre tartine qui va mettre le feu à Twitch, notre tartine sur Samuel Etienne, sur Twitch, sur la politique, vous allez voir, j'ai pris 1h30 hier soir, j'ai bossé le truc. J'ai écrit une page et demie de texte, je me suis pas arrêté, j'étais là, vas-y, j'ai plein de trucs à dire, c'est trop intéressant, j'ai tabassé le clavier. Non, je sais pas tabasser le clavier. J'ai bien tapoté sur le clavier.
Mais avant de passer à la tartine, nous allons parler de notre sponsor. Alors, bien sûr, en sponsor, vous êtes là, le chat, et on vous remercie d'être abonné sur Twitch, d'être abonné sur Patreon, donc vous pouvez nous soutenir sur plein d'endroits différents, les YouTube sponsors. Il y a aussi le merch, la boutique. D'ailleurs, vous pouvez maintenant retrouver cette magnifique tasse. Alors, c'est pas les nouveaux designs, hein, celle-là, ça fait un petit moment qu'elle existe, mais tout le merch, tous les t-shirts, tout ça, il y a des nouveaux designs qui sont très chouettes. Et maintenant, sur mobile, vous avez la boutique qui est super facilement accessible, hein, si vous êtes vous regardez le live sur téléphone. Je sais que vous êtes une grosse majorité à le faire. Vous regardez dans à propos, je crois. Attendez, je vais regarder sur l'appli Twitch. Mais normalement, vous avez sur l'appli Twitch, pardon, je vais mettre en pause. Vous cliquez sur l'icône de Naotech QG, genre le petit rond violet de Naotech, et vous avez le à propos. Et dans le à propos, vous avez des gros carrés. Et dans ces gros carrés, vous avez la boutique tout en bas. Voilà. Et là, vous pouvez aussi suivre nos réseaux sociaux. Mais vous avez la boutique et les gens sont assez contents des designs. Enfin, nous, en tout cas, on est très contents dans l'équipe. On a fait une vidéo même pour en parler un peu de tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est un moyen de nous soutenir aussi parce qu'on touche un petit peu d'argent grâce à ça. Et vous vous faites plaisir en ayant des mugs d'une qualité exceptionnelle et d'un design exceptionnel. Et vous avez des t-shirts, vous avez plein de choses et vous nous soutenez. Donc, ça fait plaisir, voilà. Et on va donc parler, donc ça, les premiers sponsors, c'est évidemment vous, mais le sponsor principal de nos émissions, c'est ExpressVPN. ExpressVPN, je ne vais pas refaire le speech en entier, parce que Jérôme vous le fait dans les émissions du début de la semaine, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ExpressVPN nous sponsorise. Qu'est-ce que c'est ExpressVPN? Eh bien, c'est un VPN qui permet plein de choses. Notamment, vous savez, le principe d'un VPN, c'est que ça permet... Ah, j'ai cliqué sur mon clavier sans faire exprès. C'est que ça permet de vous localiser autre part, ça permet d'augmenter... Alors, ça ne vous rend pas anonyme sur Internet, bien sûr, mais ça permet d'accroître l'anonymat, ça permet de minimiser un peu le pistage sur différents sites, parce que votre adresse IP est masquée. Par exemple, pour donner un exemple concret, c'est typiquement, vous ouvrez Google Maps sans vous connecter à Google. Le fait que votre IP ne soit pas votre IP de chez vous en local fait en sorte que Google aura plus de difficultés à déterminer votre position réelle. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça permet aussi plein de choses pour Netflix et tout ça. Je ne vous refais pas le détail. Niveau vie privée, ils ont leur engagement qui est expliqué sur le site web, donc n'hésitez pas à le lire. Hein. J'ai cliqué sans faire exprès. Ils sont plutôt sérieux, hein, ExpressVPN. On n'aurait pas choisi de toute façon un sponsor qui n'était pas sérieux sur la vie privée. Il y a 160 localisations serveurs dans le monde, donc vous pouvez vous connecter à plein d'endroits différents. Et ça fonctionne sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux, sur les routeurs, les consoles de jeux, etc. etc. Vous pouvez tester ExpressVPN pendant 3 mois gratuits. Vous avez 3 mois gratuits, pardon, et vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours. Vous avez un mois pour dire ça me va ou ça me va pas. Et le lien, évidemment, qui a sûrement déjà été mis par Samuel, c'est expressvpn.com/naotech.tv. C'est un lien affilié. Et si vous prenez ExpressVPN, vous soutenez l'émission tout en ayant un service pour vous. Voilà. Oui, on a eu l'autorisation de mettre le logo ExpressVPN en bas à droite de façon plus sobre, avec moins de carrés rouges. Ça s'intègre mieux à notre design Twitch. Donc effectivement, voilà. Et merci Samuel d'avoir partagé le lien d'abonnement et le lien affilié. Je vous propose qu'on passe maintenant à la tartine. On va ouvrir le débat. Ça va être super intéressant. Et on va parler de Twitch, de politique, de Samuel Etienne, du rôle un peu... Enfin, on va en parler. Let's go, on démarre la tartine. J'en ai profité pour répondre à une personne qui demandait comment la réparation du Pixel s'était déroulée et la batterie fonctionne effectivement très bien. Tartine aujourd'hui, tartine spéciale Twitch, tartine spéciale Samuel Etienne, Jean Castex. Un peu politique, donc pour ceux pour qui ça ne plairait pas, ce genre de sujet, parce qu'effectivement, on va pas donner des opinions politiques, mais par contre, on va parler un peu de l'évolution de la plateforme Twitch, donc c'est très tech / politique.
Donc pour ceux que ce genre de sujet n'intéresse pas, ne vous forcez pas forcément à rester. Je préfère le dire en avance plutôt que des personnes soient là et puis nous disent « Oh mais parfois vous parlez de politique, ça me plaît pas ». Voilà, on a parlé de tech pendant 1 heure. Là, on va parler de tech / politique / réseaux sociaux, nouveaux médias. Et je trouvais que ce sujet était passionnant, intéressant. Et je vous invite, enfin voilà, le but c'est que je vais prendre vos commentaires, on va essayer d'en débattre. On va essayer de discuter de tout ça parce que c'est super passionnant. Alors, je vais faire un récap quand même parce qu'il y en a parmi vous qui... Moi je suis très régulièrement les lives sur Twitch de pas mal de monde. Je suis beaucoup Étoile, je suis beaucoup Samuel Etienne, je suis beaucoup Ponce, enfin pas mal de gens. Domingo pour les émissions, enfin pour Popcorn qui est le mardi soir. Évidemment Naotech QG, bien sûr, tous les matins de 8h à 9h, notre matinale, évidemment. Vous avez vu, on parle de sujets et... on se fait éclairer parce que notre live est évidemment lumineux, c'est incroyable. Bref, donc je suis pas mal tout cet univers, surtout depuis 6 mois à peu près. Depuis 6 mois, je suis énormément, je regarde beaucoup Twitch. Donc, j'arrive à peu près à, je pense, à avoir du recul sur la plateforme pour vous en parler. Et je pense que ça va être intéressant. Donc, petit récap, pour ceux qui sont moins dans le délire Twitch, mais qui continuent là d'écouter la tartine et qui veulent avoir le contexte. Ce dimanche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est que ce dimanche, Samuel Etienne, qui est on va en parler après, Samuel Etienne va inviter Jean Castex, qui est le Premier ministre de la France, mesdames et messieurs, sur Twitch, c'est ça qui est le point important, pour une émission de questions-réponses. Et ça fait débat. Là, je lis un peu mes notes, mais voilà. Et ça fait débat, cette invitation. Ça fait débat quant à la place de la politique sur Twitch, mais pas que ça. Et je tiens à vous préciser que je lirai un peu le chat plus après avoir fait mes explications. Donc, si vous avez des commentaires un peu longs et écrits et construits, préparez-les et gardez-les pour un poil plus tard, comme ça on lira tout ça après, parce que là pendant on va dire 5 minutes je vais probablement pas trop lire le chat. Donc en gros un peu d'historique, un peu de contexte. Samuel Etienne c'est qui? Samuel Etienne ça va pas forcément parler à tout le monde, donc je vais faire un récap. Samuel Etienne c'est un journaliste, il est journaliste depuis 25 ans et présentateur actuel de Questions pour un champion. C'est pour ça que si vous avez vu Samuel Etienne quelque part et que ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'il est pas mal connu pour être le présentateur de Questions pour un champion. Il est arrivé sur Twitch, il a remplacé donc... Merde, j'ai un trou. J'ai envie de dire David Pujadas, mais absolument pas David Pujadas. Bon, Julien Lepers, c'est ça, il a remplacé Julien Lepers. Samuel Etienne, il est arrivé sur Twitch depuis plusieurs mois, grâce à un streamer qui s'appelle Étoile, avec une émission, donc c'est l'émission d'Étoile, qui s'appelle La Nuit de la Culture, où Étoile a invité Samuel Etienne, et ils regardent des questions pour un champion ensemble, ils essayent de deviner les réponses, ils discutent des coulisses de l'émission, donc c'est quelque chose de très cool, et j'ai suivi beaucoup de Nuit de la Culture, et j'ai passé des heures à m'enjailler sur cette émission, parce que c'était vraiment trop chouette. Une personne comme Samuel Etienne, qui est pas du tout du milieu nouveaux médias Twitch, qui arrive, qui montre un peu les coulisses, qui parle des petites infos croustillantes de la télévision, de comment ça marche dans Questions pour un champion, c'est super intéressant. Et c'était les Nuits de la Culture, enfin, ce sont des émissions qui sont très chouettes. Depuis ces quelques mois, sur Twitch, Samuel Etienne, maintenant, il s'y est mis, donc il est devenu streamer grâce à Étoile sur Twitch, et Samuel fait des revues de presse, et jouit d'une belle sympathie, il faut le reconnaître, de la part du public de Twitch et des autres streamers, parce que le public de Twitch est quand même un public généralement assez pointilleux, on va dire, dans le sens où, on l'a vu avec BFM TV, on en a parlé la semaine dernière, quand il y a des gens et la télévision qui se ramènent un peu en bloc, ça passe souvent difficilement. Donc Samuel Etienne, il jouit d'une belle sympathie de la part du public grâce à Étoile, parce qu'Étoile l'a introduit à ce milieu-là, l'a amené, et Samuel et Étoile, mais surtout Samuel, ont fait preuve de beaucoup d'humilité depuis ces derniers mois. Voilà, en disant, je connais pas le média, Samuel a dit, j'y arrive doucement, vous inquiétez pas, je veux pas trop bousculer tout ça. Mais depuis une semaine, ça se tend un petit peu. Pourquoi? Parce que Samuel Etienne, donc il fait des revues de presse tous les matins, qui sont très chouettes, que j'ai beaucoup suivi. Mais récemment, il a invité François Hollande pour une émission de questions-réponses chez lui. C'est une émission qui s'est plutôt bien passée, mais ça s'est plutôt bien passé parce que, je pense, de mon point de vue, que Hollande n'étant pas candidat en 2022,
il avait un peu ce moyen de se défausser. C'est-à-dire que Samuel et Hollande pouvaient très bien dire dans l'émission, c'est pas une émission qui vient essayer d'influencer des gens parce que, voilà, l'ancien président de la République, François Hollande, ne cherche pas à se représenter. Donc peut-être qu'il a des vues politiques dans le futur, mais au moins on peut dire, bon voilà, il raconte un peu des anecdotes, il parle un peu, on prend des questions sur son mandat, des choses comme ça, mais il veut pas se représenter, donc ça permet d'avoir un peu une ligne de défausse. Enfin, d'avoir un moyen de se défausser, c'est d'avoir un moyen de mettre de côté l'argument de tu invites Hollande, donc tu invites quelqu'un qui est social-démocrate, donc etc., etc. Donc voilà, ça, il y avait moyen de sortir un peu de ça. Et effectivement, ça s'est bien passé. L'exercice s'est pas trop mal passé pour Samuel Etienne. Le chat était plutôt très rapide, mais agréable. C'était pas ce qui s'est passé sur BFM TV, avec beaucoup d'insultes, etc. Et puis, ce qui fait que ça s'est bien passé, c'est qu'on connaît Hollande, on peut ne pas l'apprécier bien sûr, mais Hollande est quand même réputé pour être à l'aise dans ce type d'échange, d'interview. Enfin, c'est pas une interview, mais dans ce type d'échange, un peu question-réponse à la bonne franquette. Hollande a toujours été plutôt doué dans ce genre d'exercice. Donc, ça s'est bien passé. Mais là, comme je vous l'ai dit en introduction, Samuel Etienne, il a annoncé quelques jours après l'interview d'Hollande, enfin pas l'interview, j'arrête de dire interview, l'émission Question-Réponse, Samuel Etienne va inviter Jean Castex chez lui, en direct, donc Premier ministre en fonction, et porteur un peu de la politique et de la politique du président, Emmanuel Macron. Samuel Etienne va inviter Jean Castex sur Twitch pour le même type d'émission qu'il a fait avec Hollande. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu, je vais faire un peu voilà, les arguments qui disent que c'est une bonne idée de faire cette émission, peut-être qu'on râle un peu trop machin, et puis je vais aussi vous donner, pour moi, selon moi, les problèmes de faire cette émission. Donc je vais essayer de peser un peu le pour et le contre. Je suis pas neutre dans ce que je vais dire, je considère que je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà, je vous donne direct mon avis, je pense que c'est pas une très très bonne idée, mais je vais essayer de quand même vous donner des billes pour vous faire un avis personnel, éclairé sur le sujet, parce que je pense qu'il est de notre rôle sur Nowtech d'essayer de contrebalancer et de ne pas attaquer violemment ou de ne pas être dans la démagogie et de ne pas être dans le clash. C'est pas notre ligne de conduite. Vous le savez, Nowtech, on n'est pas dans le clash, on n'est pas dans tout ça. On essaye toujours d'avoir des avis équilibrés et construits. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos opinions. Vous connaissez mes opinions sur pas mal de sujets, mais on essaye en tout cas d'avoir un certain équilibre. Donc je vais commencer par le positif. Je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi c'est pas forcément une mauvaise idée, cette émission. Premièrement, il y a un peu une hypocrisie qu'on retrouve dans le public francophone, qui est pas fausse, je trouve, c'est qu'on n'arrête pas de dire que les jeunes, j'aime pas ce mot, mais on va dire que le public jeune, on n'arrête pas de dire que ces jeunes se désintéressent de la République, je m'inclus aussi dans ce lot-là. Donc on n'arrête pas de dire que les jeunes se désintéressent de la politique, et pour une fois qu'on a quelqu'un qui essaye de renouer le dialogue entre des politiques en fonction et ce public-là, on dit que c'est une mauvaise idée, qu'on va être instrumentalisé, etc. Donc il y a un peu un côté pour moi il y a un côté un peu hypocrite de dire, il y a un côté hypocrite d'être jamais content. C'est-à-dire que on essaie de renouer le dialogue, on n'est pas content parce que tu vas servir la soupe du gouvernement actuel, et on noue pas le dialogue. Il parle jamais, il s'adresse pas comme il faut aux étudiants et au public jeune. Donc pour moi il y a un peu une hypocrisie là-dessus. Deuxième point, il y a des gens qui disent « Ouais, la politique, ça n'a rien à faire sur Twitch. Twitch, c'est un truc de gamer, etc. » Je suis pas d'accord avec ça. La politique, c'est déjà sur Twitch. Il y a Jean Massier qui fait un taf incroyable. Je vous invite vraiment à suivre la chaîne de Jean Massier d'Acropolis. Il y a aussi des personnalités qui sont beaucoup plus teintées politiquement, genre Host Politique, qui fait une matinale sur Twitch. Usul, qui fait des lives régulièrement sur Twitch. Donc les deux sont plutôt positionnés extrême gauche. Mais il y a déjà du monde sur Twitch qui fait de la politique. Et ça pose pas de problème. Donc voilà. Il y a un troisième argument qui est beaucoup dit par Samuel Etienne. Moi, je l'aime pas trop cet argument. Je vous donne un peu mon avis à chaque fois. Je l'aime pas trop cet argument, mais il peut être entendu. C'est vous n'êtes pas obligé de regarder. Ça s'entend. Je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que c'est un peu facile de se défausser avec ça. Parce que dans ce cas-là, tu fais des trucs absolument. En fait, avec cet argument, tu peux te défausser de plein de types de contenus.
tu fais des contenus extrêmement limites, et tu peux dire, ouais, mais t'es pas obligé de regarder. Bah non, c'est pas aussi simple que ça. Genre, imagine, tu fais je sais pas, des vidéos, voilà, c'était un peu un argument des youtubeurs qui font travailler leurs gosses de façon un peu crado, hein. On pense à certaines chaînes YouTube, c'était Studio Bubble Tea ou des chaînes comme ça, qui faisaient du travail d'enfant un peu douteux. Et leur réponse, c'est souvent de dire à leurs critiques, c'était pas obligé de regarder. Bah non, quand il y a des choses à critiquer, tu peux pas juste dire t'es pas obligé de regarder. Bref. 4e point, donc en faveur de cette émission, Samuel, on lui fait peut-être pas assez confiance. Samuel, il a quand même du journalisme derrière lui, il a plein d'années de journalisme derrière lui, il a une certaine expérience avec des interviews politiques, donc on peut aussi lui laisser le bénéfice du doute. 5e point, Twitch évolue, et c'est normal, je trouve, que des choses soient tentées, et toute chose qui a été tentée dans l'histoire des médias, pas que d'ailleurs, mais dans les entreprises, les médias et tout, enfin, il y a toujours eu des ratés, il y a toujours eu des choses, il faut tenter des choses aussi. Donc on ne peut pas forcément rester dans une stase. Voilà, il faut accepter aussi que tenter des choses, c'est prendre des risques. Et puis il y a un argument qui dit que inviter un politique en fonction, ça peut influencer. Mais moi j'ai envie de dire que là, il faut quand même être aveugle pour pas voir que les gens sur Twitter, sur le chat, etc., vont dire que c'est potentiellement de la manipulation, que c'est machin. Donc je veux dire, une personne qui pourrait être influençable, elle ne pourra pas passer à côté des messages de prévention du chat qui va dire « Ouais, mais attention, c'est peut-être de la communication politique, donc tu vas peut-être être influencé. » Ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont regarder vont être au courant et vont avoir des petites alertes dans leur tête en mode « Attention, c'est peut-être aussi c'est peut-être la communication du gouvernement qui est présentée. » Voilà pour les arguments pour cette émission. En tout cas, pour moi, l'argument le plus important, c'est effectivement, je trouve, que... voilà, il y a une tentative de renouer le dialogue, et est-ce que c'est pas un peu facile de cracher dessus avant l'heure? Ça, c'est l'argument, c'est un argument que j'ai. Maintenant, on va passer au problème, parce que là, j'ai parlé du positif. Passons aux problématiques. J'ai regardé l'émission avec Hollande, de Samuel Etienne et Hollande. C'était sympa, mais je trouve que sur pas mal de points, j'ai pas trouvé Samuel Etienne parfait. Notamment quand ça parlait de certaines lois, la loi El Khomri, loi travail, j'ai trouvé que ça manquait un peu de contradiction et que l'ancien président expliquait certaines choses comme une vérité absolue, et je trouve que ça manquait un peu de contradiction. Et c'est dommage parce que l'émission était vendue comme un espace de débat bienveillant. Sauf que du débat, pour moi, c'était pas vraiment un débat. Mais c'était sympa quand même comme émission. Le premier exercice était sympa. Je pense que Samuel est allé un peu vite et que si Samuel voulait réconcilier le public de Twitch avec le journalisme, il commençait très très bien avec les revues de presse et tout ça. Là, je pense qu'il va un peu vite en besogne. Et il l'a dit lui-même, hein, Samuel Etienne, qu'il y avait un problème de timing un peu. Enfin, que le timing n'était pas forcément parfait. Samuel en live hier, le matin, parce que j'ai écouté pour préparer la tartine, il perd un peu sa neutralité parce qu'il a dit très clairement en live qu'il n'invitera pas les extrêmes chez lui. Alors, il s'est rattrapé sur Twitter très récemment, là, il y a quelques minutes, en disant que si il essaierait de faire il a proposé à Marine Le Pen, donc qui est Rassemblement National, qu'il a proposé de faire cette émission avec Marine Le Pen. Là, il a fait un post très récemment sur Twitter en disant ça. Il y a quand même une différence de traitement parce que, sans parler des opinions, hein, vous avez vos opinions politiques, mais par exemple, Marine Le Pen, il a dit « Je n'inviterai pas Marine Le Pen chez moi. Par contre, Jean Castex, il l'invite chez lui. » Ce n'est pas une façon équitable de traiter différents partis politiques. On met complètement en dehors le fait que c'est le Rassemblement National, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que Samuel, avec cette démarche d'inviter des politiques, perd sa neutralité. Et c'était une neutralité qui était assez sympa chez Samuel, c'est qu'il débriefait les journaux, il faisait une revue de presse, et il avait effectivement une certaine neutralité, parce qu'il expliquait un peu quels journaux étaient de gauche, quels journaux, pluriel, étaient de gauche, quels journaux étaient de droite, quels journaux étaient plutôt catho, quels journaux étaient plutôt machin. Donc il avait une certaine neutralité qui était intéressante. Et pour moi, en disant tout ça, et avec cet événement, il perd cette neutralité. Et il y a des gens sur Twitter qui lui ont dit « Tu mets le doigt dans l'engrenage de la politique, et c'est dommage. »
Après, c'est très difficile de rester neutre à 100%. Même sur Nowtech, on n'est pas neutre, hein. Je pense que certains ont très bien compris sur quel bord politique on allait sur pas mal de questions. Voilà, mais c'est compliqué quand tu t'es un peu mis en avant comme quelqu'un de neutre. D'un coup, perdre cette neutralité, c'est violent. C'est assez violent. Autre point problématique, ça c'est mon analyse, je vois mal Samuel Etienne pendant l'interview, et avec tout le respect que je lui dois, en plus c'est quelqu'un que j'apprécie sincèrement, je trouve qu'il a apporté beaucoup, mais je vois mal Samuel Etienne taper là où ça fait mal, avec un Premier ministre qui est à 15 cm de lui. C'est quand même un des avantages des plateaux style Bourdin ou ce genre de choses, la personne que vous interviewez est pas genre tout près de vous. Elle est en face, vous avez 5 à 10 mètres d'écartement en fait entre la personne, l'interviewé, donc potentiellement une personnalité politique, et le journaliste ou la journaliste. Cette distance permet quand même de poser des questions qui fâchent plus facilement. Quand tu es à côté, genre à littéralement 10 ou 15 cm, c'est un peu plus délicat de dire ben, en fait, là, tu viens de dire un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas sûr ça, je me suis fait traiter de gauchiste, mais aussi de sale libéral de droite. Mais pareil, Jérôme. Mais tu sais, bon, c'est comme ça. Ça, pour moi, la proximité est un problème. La proximité physique est un problème. Pareil, certains disent que Emmanuel Macron n'est pas en campagne, machin. On est quand même à 1 an des présidentielles. Inviter le Premier ministre, qui est le porte-parole quand même de la politique du gouvernement actuel, c'est une communication. C'est une communication présidentielle. On ne peut pas le nier. On ne peut pas complètement le nier. Et attention, je ne suis pas du tout spécialement non plus anti-gouvernement qui doit jamais intervenir sur d'autres réseaux. Absolument pas. Je ne suis absolument pas dans cette démarche-là. Je pense que l'exercice, encore une fois, comme je l'ai dit dans les arguments pour, peut être intéressant. Mais c'est une communication politique. On ne peut pas le nier. Autre point. Samuel, je pense que il se rend pas compte, et parce qu'il a grossi extrêmement vite. C'est peut-être un défaut, c'est qu'il il s'est envolé très très vite, Samuel Etienne, grâce à Étoile. Il a acquis une audience très rapidement. Il faut bien comprendre que Samuel Etienne, en 6 mois, a acquis ce que des streamers ont mis 5 ans à développer. Et quand tu t'envoles très très vite, des fois tu te brûles un peu les ailes. Et aujourd'hui, Samuel Etienne, je crois qu'il ne se rend pas compte qu'il a acquis une grosse notoriété dans le monde des nouveaux médias, de Twitch, de YouTube, de Twitter, etc. Et aujourd'hui, Samuel Etienne est un influenceur. Un influenceur au sens moderne du terme. Pas un influenceur au sens premier du terme de j'influence des gens, parce que des journalistes sont des influenceurs. Mais l'influence qu'a Samuel Etienne a explosé. Et ce que fait Samuel Etienne sur Twitch a un impact, a une influence. Et ça, je pense qu'il s'en rend pas encore vraiment compte, à mon avis. Autre point, et après je vais terminer là-dessus, je pense qu'effectivement, Samuel Etienne a été super intelligent, il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Et l'humilité, rien à voir avec les infiltrations, évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Mais Samuel Etienne a fait preuve de beaucoup d'humilité durant les derniers mois, en disant c'est une plateforme que je connais pas bien, je veux pas la brusquer, je veux pas la bousculer, je vais y aller doucement. Et on se rend compte que la seule fois où il n'a pas écouté Étoile, qui est donc le streamer qui a permis à Samuel Etienne de se développer, il fait un choix qui est peut-être pas forcément le meilleur. Et je pense qu'effectivement, sur cette question-là, je vais encore essayer de baisser un peu mon rideau pour arrêter d'être cramé sur le visage. Je pense qu'effectivement, on le voit, la fois où il se dit « c'est bon, je maîtrise Twitch, pas de problème, vous inquiétez pas, ça va bien se passer », le retour de la communauté est un peu violent. Voilà. Je vais conclure. On est d'accord pour dire, et ça Samuel Etienne le dit aussi, on est d'accord pour dire que, et là vous pouvez commencer à poster vos commentaires parce que je vais lire et tout. On est d'accord pour dire que le timing était mauvais. Pour moi, il aurait dû attendre, et Samuel le dit aussi, j'ai été trop rapide, il aurait dû attendre. On est d'accord là-dessus, et lui aussi il le reconnaît. Pour moi, il aurait pu, et ça aurait montré un peu plus d'humilité de la plateforme Twitch, par rapport à la plateforme Twitch, il aurait pu faire l'émission avec Jean Massier. Jean Massier qui est donc un streamer que je trouve exceptionnel, qui fait un taf incroyable. Il aurait pu inviter Jean Massier pour faire cette émission avec lui, parce que Jean Massier est habitué à des interviews de personnalités politiques. Jean Massier interviewe beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés.
qui ont des éléments de langage, qui ont des façons machin. Et j'aurais aimé que Jean Massier, comme lui, il est bien présent sur Twitch et il représente une partie du Twitch et il est accepté sur la plateforme, je pense que ça aurait été malin d'avoir Jean Massier. Voilà. Une autre solution, en écrivant cette tartine, j'ai une idée qui pourrait être pas mal, je pense. Et je l'ai mis sur Twitter, je pense pas que Samuel Etienne lira mon tweet, mais on ne sait jamais. Une solution pour moi, pour montrer que Samuel Etienne fait preuve de modernité et d'ouverture et de chercher à être un peu innovant sur l'émission, pour moi, c'est que en direct, il faudrait que pendant l'émission, il y ait une petite équipe de journalistes, de 3-4 personnes, 3-4 journalistes, qui fassent du fact-checking. C'est-à-dire qu'il y a des émissions qui le font. Il y a Thinkerview qui le fait très bien. En direct, il y a des gens qui s'occupent quand des choses sont dites. Par exemple, si Jean Castex dit « nous avons commandé X masques » ou « nous avons dit ça » ou « nous avons X médecins qui sont prêts à vacciner ». Bah, bref, qu'il y ait une équipe qui, en direct, puisse, sur un fil de discussion, puisse indiquer à Samuel Etienne que non, ça, ce que vient de dire le Premier ministre, c'est mal dit. Ou ce que vient de dire le Premier ministre, c'est un peu arranger les chiffres, etc. etc. Donc attention, j'ai pas dit Kawet que Thinkerview, j'approuvais tout, ou que je disais pas. Je dis, c'est une technique utilisée sur Thinkerview, qui est intéressante. Et les journalistes, ils pourraient checker. Je suis pas d'accord, Megadub 83, parce que je pense que quand tu es en live avec la personnalité à 15 cm de toi et que tu lis le chat, tu ne peux pas à la fois fact-checker et tu ne peux pas à la fois interviewer, poser les questions et relancer. Voilà. Et je vais terminer un truc en disant, pour un peu tempérer et voilà, j'ai envie quand même de dire un message, c'est que c'est facile de critiquer. Et là, moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai donné des arguments pour, des arguments contre, j'ai critiqué, etc. Mais j'ai envie de vous dire un truc, c'est que qui ne fait jamais d'erreur? Et dans nos métiers, dans nos travaux, on fait tout le temps des erreurs. C'est normal. La différence entre des personnalités publiques et nos travaux, parce que, enfin voilà, quand on est dans des métiers plus privés, c'est que quand on fait une erreur dans le privé, ça impacte son équipe, ça impacte tout ça. Par contre, quand on fait une erreur sur les réseaux sociaux, sur la façon de communiquer avec des milliers de personnes qui nous suivent, là, ça part en cacahuète et en bad buzz. Donc, ce que je veux dire, c'est laissons à Samuel Etienne peut-être le bénéfice du doute. On verra l'émission. Et peut-être qu'on en rediscutera sur les lives et sur Twitter après dimanche, tout simplement. Mais voilà, on fait tous des erreurs. Moi aussi, j'ai eu des bad buzz dans certaines vieilles vidéos. Tout le monde a fait des erreurs. Et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas toujours être parfait. On ne peut pas toujours être parfait. Je vais lire un peu vos messages. Tu peux dire notre travail. Oui, peut-être, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Pour moi, les gens s'approprient trop la plateforme Twitch. Les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, effectivement, il perd en neutralité. Samuel Etienne. Pas notre vénérable Samuel Archer. Très bien. Je réitère ma réponse sur ton tweet, pardon. C'est pas une question de politique ou non, c'est juste que Samuel Etienne est arrivé parrainé par Étoile en mode just chatting actu, ce qui lui a permis de construire une communauté, et maintenant il part dans une toute autre direction. J'ai du mal à croire qu'il n'avait pas déjà l'idée en tête. Étoile semble aussi s'en rendre compte alors que c'est lui qui l'a coaché. Le problème, c'est que, Jean Maubert, je comprends ce que tu dis, je respecte ton avis. C'est juste que là, le problème, c'est que c'est un poil essayer de se mettre dans la tête alors que t'as pas la preuve de ça. C'est là où c'est un peu délicat ton commentaire, parce que peut-être que tout simplement, il y a 2 semaines, il s'est dit « Tiens, ça serait cool d'inviter François Hollande parce que maintenant j'ai une plateforme d'expression, etc. » Donc voilà. Samuel a été... Putain, vous avez posté plein de pavés, mais c'est trop cool. On va prendre du temps pour vous lire, ça va être chouette. Samuel a été malin, il a fixé 3 mois d'abonnement à sa chaîne pour pouvoir poster un commentaire lors de sa soirée avec Hollande. Effectivement, ça a été un point extrêmement intelligent pour avoir un chat à peu près cool. Ce qui a empêché les trolls et donné un chat très qualitatif, très rapide mais de qualité, effectivement. De toute façon, le public de Samuel est 18-30 ans. Comme on s'en est rendu compte lors de oui, quand il a fait des sondages, c'est vrai. Donc des gens capables de s'en aller s'ils estiment que le discours sert trop la soupe. C'est vrai aussi, Jimas. Samuel Etienne offre du contenu à tout un tas de gens qui remplissent leurs streams et leurs articles avec ses interviews et commenter avant que cela ait eu lieu et sans intérêt, jugeons sur pièce. Je suis pas d'accord, Igbo. Je trouve que le débat est intéressant, ça montre un peu l'évolution de Twitch, ça montre des choses, je trouve ça intéressant d'en parler. Pour moi, en fait, c'est pas un problème de parler de quelque chose avant que ça ait eu lieu, tant que tu le fais avec respect, tant que tu essayes de peser un peu les arguments pour, les arguments contre, et la réaction sur les réseaux sociaux est intéressante à analyser.
En fait, Béastien, ce qu'a fait Samuel Etienne, c'est qu'il faut... C'est pas de l'abonnement, en fait. C'est qu'il faut suivre Samuel Etienne depuis 2 ou 3 mois, je sais plus, pour pouvoir poster des messages dans le chat. François Hollande était un très bon choix. Castex, à mon avis, sera vissé au travail du gouvernement. Vissé? Ok. Ouais. Il y a 2 très bonnes vidéos intéressantes sur les chaînes YouTube de Blast et de Ludovic. Alors, la vidéo de Blast a des gros défauts. La vidéo de Blast, j'avais vu quelqu'un qui disait que la vidéo était pas... Enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas très sérieuses dedans. Par contre, Ludovic B, oui, Ludovic B, c'est pas mal ce qu'il fait, ouais. Il se met dans une situation très délicate. S'il y a bien une chose qui fait polémique en ce moment, c'est la communication du gouvernement entre McFly et Carlito et le live de Gabriel Attal. Samuel Etienne se jette dans la fosse au lion avec un steak saignant sur le visage. C'est un peu peut-être c'est le même problème de timing. C'est qu'effectivement, avec ce qui se passe avec McFly et Carlito et le live de Gabriel Attal avec les étudiants, on sent qu'il y a une com qui se dirige vers les influenceurs. Et peut-être effectivement que Samuel Etienne y allait un peu vite. Mais surtout, Samuel Etienne aurait dû communiquer sur le fait d'essayer de dire, justement l'idée du fact-checking en live aurait pu être une bonne idée, un peu moderne, de dire je mets en place des moyens de contrebalancer la parole politique et que ce ne soit pas juste le fait que je sois journaliste. Qu'est-ce que tu dis, Bidibule? La gestion du Covid est à sourire comme en France et l'extrême droite, si elle n'est pas représentée dans votre parlement, ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente dans la société belge. Comme... Ah oui, tu es belge, ok. Ce Covid est à sourire en France comme dans toute l'Europe. Ok. Samuel Etienne est contesté au sein de France Télévisions à cause de ses mauvaises audiences dans sa matinale de France Info. Avec Twitch, il veut prouver à la direction qu'il est populaire et influent pour décrocher de nouvelles émissions sur France 2 ou France 3 peut-être. Ce qui pourrait être intéressant de la part de Samuel Etienne serait d'aborder la thématique de la comptabilisation temps de parole pour des élections sur Internet restant encore flou d'un point de vue jeté. C'est intéressant par contre ce que tu dis, Clouky, 1, 2, 3, parce que ce que j'ai noté moi dans mes notes, c'est ce tweet de Samuel Etienne que je trouve intéressant et qui rejoint un peu mon attention à pas se brûler les ailes. Parce que, quand j'ai vu ce tweet, en fait, alors, c'est pas du tout en mode attention, il prend la grosse tête ou quoi que ce soit, mais s'il y a bien un truc que moi j'ai vécu dans ma carrière YouTube, parce que je commence à avoir une petite carrière et un peu d'expérience, c'est que quand tu mets d'abord... En fait, je trouve que ce tweet est un peu bizarre parce que d'abord, c'est bien sûr, il y a les chiffres, stream numéro 1 dans le monde, pic à 84 000 viewers, 650 000 replays. Pour moi, c'est bonjour à tous, je méga flex, genre je me la pète un petit peu, mais l'essentiel n'est pas là. En fait, si tu mets ça en premier, c'est que l'essentiel est là. Sinon, tu aurais tourné les stats différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que attention à ce que le succès l'empêche de faire preuve d'humilité. C'est ça que je veux dire. Et je trouve que quand je vois ce genre de tweet, moi, ça fait un peu dans ma tête en mode attention. Genre, attention à ne pas être trop en l'air, trop dans le ciel. Au risque de passer pour un mec qui casse du sucre sur Samuel Etienne, il est présentateur depuis 1994 et un présentateur n'est pas un journaliste. Chez lui, personne dans son oreillette pour vraiment faire le taf de fact-checker. C'est ce qui m'intéresserait, moi. Mais je connais pas bien l'historique de Samuel Etienne, je sais pas à quel point il a interviewé des personnalités politiques. C'est là où je manque un peu de connaissances sur lui. Et il a une utilisation opportuniste de Twitch, il veut faire grimper sa cote, son salaire pour le mercato télé du printemps. Ça, par contre, je suis pas convaincu. Je pense qu'il aime sincèrement la plateforme et je pense qu'on peut pas lui enlever ça. Il a fait à l'envers, étoile et s'est servi de lui pour s'introduire. Je suis pas d'accord avec ce genre de commentaire. Il s'est pas servi d'étoile, leur amitié est sincère et je pense que tout simplement, il s'est rendu compte qu'il commençait à avoir une sacrée audience sur Twitch. Et qu'il s'est dit tiens, je vais essayer de faire un truc un peu différent sur Twitch, je vais amener des personnalités politiques. Alors ça a jamais été fait, je tente le coup. Je pense pas qu'il se soit servi d'étoiles, je pense que ça c'est pas une bonne chose enfin c'est pas vrai, je pense. Je pense pas que ça soit vrai. Le même genre de débat n'a pas eu lieu au moment de la première fois que... Le même genre de débat n'a-t-il pas eu lieu au moment où la première fois qu'un politique est venu à la télévision, à la radio, on va finir par s'habituer et prendre de la distance? Oui, je pense que de toute façon, préparez-vous, hein, va y avoir de plus en plus de gens sur Twitch et de personnalités politiques. Va y en avoir de plus en plus. Je pense qu'il faut pas avoir le mal partout tout le temps. Je pense que l'exercice est intéressant, mais attention à prendre du recul. Je trouve ça bien que Samuel Etienne expérimente sur Twitch avec ce type d'invité politique, cependant ça reste assez délicat niveau neutralité. Après, l'avantage de Twitch avec les interactions du chat permettra de contrebalancer. Le chat a une certaine limite quand même.
Je trouve que le chat est un formidable outil d'échange et d'instantanéité. Et là, vous voyez, l'émission, je discute avec vous, c'est trop bien. Moi, j'adore Twitch, c'est trop bien Twitch. Mais il y a une certaine limite dans le chat, c'est que tu n'as pas de débat instantané avec les personnes. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, Joubei, je lis ton commentaire, je donne ma réponse, mais c'est long pour que tu recommandes par-dessus et que je relise ta réponse en espérant que je loupe pas ton commentaire. C'est là pour moi la limite du chat de Twitch. Elle est là la principale limite. Outre tout ce qu'on lui reproche, moi personnellement je n'aime pas Mélenchon et pourtant j'aimerais qu'il soit chez Samuel Etienne car c'est important d'avoir tous les points de vue. Je suis assez d'accord Galopin. Je pense que Samuel a fait une grosse erreur en disant en live qu'il n'invitera pas les extrêmes chez lui. Mais c'est pas grave, il apprend aussi et tout le monde fait des erreurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que des gens qui peuvent paraître, on pourrait se dire ils ont fait un parcours parfait, c'est incroyable. Ben non, tout le monde se casse la figure un jour ou l'autre et c'est pas grave, on se relève aussi. Donc c'est en ça que je vais pas m'arrêter, je vais pas arrêter de suivre Samuel Etienne pour tout ce qui se passe. Mais c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant de lever un peu des questions. Le débat c'est passionnant. Et voilà, et vous voyez, on débat hors des opinions politiques. J'ai pas donné mes opinions politiques dans tout ça. J'en ai marre d'entendre échange alors qu'on sait tous que la communication sur Twitch est avant tout verticale et non horizontale. Comme Jérôme le dit, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, je donnerai les réponses que je veux. Tout à fait. Après, on peut reconnaître à Samuel que quand même... D'ailleurs, j'ai même pas allumé mes LED, je me rends compte. Voilà. On peut reconnaître à Samuel, par contre, qu'il ne prend pas que les questions qui font plaisir. Même pour lui, quand beaucoup de gens l'ont critiqué sur le live d'hier matin, il y a quand même... comment dire, il a quand même pris des commentaires qui le critiquaient assez violemment. Samuel Etienne fait du politiquement correct. Insidieusement, il veut faire passer une certaine idéologie politique. Je suis pas vraiment d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, j'ai un peu de mal avec le terme politiquement correct. Mais... je suis plutôt d'accord, cela fait du bien de voir des acteurs plus réfléchis avec des expériences, pas simplement des brefs de comptoir. C'est en ça que j'aime beaucoup Samuel Etienne et je pense qu'il a apporté beaucoup à la vulgarisation du journalisme. Enfin, à la démocratisation du journalisme pour un public qui n'a plus l'habitude de lire les journaux. N'empêche qu'Étoile est mal à l'aise et en désaccord avec lui. Tout à fait. Ça, c'est un indicateur qui est intéressant. Oui, Étoile qui donc a poussé Samuel Etienne et l'a encouragé et l'a permis à se développer, effectivement, était un peu en désaccord avec le choix de Jean Castex. On n'ose pas imaginer le chat avec Marine Le Pen en invité. Wait and see, on verra. Oui, mais déjà plusieurs fois quand des personnes dans le chat lui avaient demandé s'il inviterait tout le monde, il a dit non sans dire non. Hier, à la radio, ils lui ont demandé le RN spécifiquement. En tout cas, ça fait de la publicité pour Twitch. Amazon doit être content. Amazon doit être très content, effectivement. Il est de la vieille école et ne semble pas comprendre l'évolution des avis politiques changeants. Il est toujours dans le clivage gauche-droite, excluant les extrêmes. C'est un peu un problème que j'ai effectivement, par contre, dans sa démarche. J'ai un peu de mal avec les personnes qui mettent toujours... Enfin, qui en gros... Il y a un peu ce côté-là qui me dérange, c'est que il y a un peu un mélange de la gauche, le centre et la droite. Et tout ce qui n'est pas ces trois parties, c'est les extrêmes. Que ça soit à gauche et à droite. Alors que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, je trouve. Et effectivement... dans ce qui transpirait... En fait, c'est ça où je vous dis que Samuel a perdu sa neutralité, c'est que tout ce qu'il a dit hier matin en live et sur Twitter, effectivement, c'est pas des choses que j'aurais dit de Samuel Etienne il y a 3 jours. Donc c'est intéressant. Mais effectivement, les extrêmes qui sont pas gauche, milieu, enfin centre et droit, non, il y a des choses intéressantes à prendre de tous les côtés, je pense. Il a dit non au Rennes parce que c'est chez lui. Oui, mais tu vois, Zalaoke, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu dis oui à des gens de chez La République En Marche, chez toi, mais que tu dis non au Rassemblement National chez toi, c'est du 2 poids 2 mesures. C'est que ça veut dire que chez toi, dans un cadre intimiste, tu accueilles tu accueilles des gens de La République En Marche, donc de la majorité, mais par contre, hors de chez toi, dans un cadre différent et peut-être plus froid, moins intime, avec pas les enfants qui sont derrière, enfin tu vois, tu vas accueillir le Rassemblement National. Donc, c'est des ambiances différentes, donc le message et la communication sont différentes. Donc, c'est pas une équité, donc ce n'est pas neutre.
et l'engrenage est enclenché. J'ai l'impression qu'on découvre le monde. Non, mais c'est intéressant parce que sur Twitch, c'est pas un truc qui était encore là. C'est pas des débats qu'on avait sur Twitch et maintenant on les a. Mais non, on reste libre de ne pas vouloir être une caisse de résonance à des chemises brunes. Oui, non, mais bien sûr, Hippomanie. On est bien d'accord. Le mieux serait qu'il ne le reçoive pas chez lui, mais dans un studio. Je pense que ce serait plutôt une bonne idée. De ne pas recevoir... Autant Hollande, encore une fois, il pouvait se défausser en disant « Il ne se représente pas en 2022 ». Ok. Donc je l'invite chez moi parce que c'est rigolo, parce que c'est Twitch. Mais effectivement, je pense que Jean Castex, il aurait pas... Après, c'est facile de dire... voilà. Mais il ne devrait pas l'inviter chez lui. Déjà, dire la gauche et la droite, c'est extrêmement réducteur. Tout à fait, on est bien d'accord. Je trouve que c'est une bonne chose l'arrivée de Samuel Etienne. Dire que Twitch est réservé au gaming me paraît stupide, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Twitch n'est plus du tout gaming. Hein. Ça, il faut bien... Ça, enfin, on le voit même... Jean Massier, ça fait des années qu'il est là et qu'il fait de la politique. Enfin, qu'il parle politique. Donc non, Twitch n'est plus... Mais en fait, les gens qui disent on est là pour passer un bon moment sur Twitch, oh, c'est extrêmement limité comme façon de voir les choses. Mais là, il va trop dans le politique, il devrait prévenir s'il veut faire ça. Par contre, Hollande ou des anciens, ça peut être sympa. Oui, je pense que c'est ça. Je pense, comme plein de gens l'ont dit, il a mis le doigt dans l'engrenage, et dès que tu mets le doigt dans cet engrenage, aux USA ou en anglais, il y a aussi des politiques sur Twitch. Tout à fait. Si un streamer étranger parle politique française, pour moi, impossible. Masseglia est un politique qui reçoit des politiques et on n'en fait pas tout un plat. Bien sûr. Non, mais si on en fait tout un plat, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense que si on en fait tout un plat, c'est qu'il y a des raisons d'être un peu, de tiquer un peu, quoi. On va pas tarder à arrêter l'émission. Allez, genre, il est 9h41. On a déjà bien dépassé. Il y a d'autres questions qui se posaient aussi sur le temps de parole, hein, l'équité du temps de parole. Sur Twitch, c'est pas encore vraiment régulé par le CSA. Donc ça aussi, ça pose des questions. Le fait de laisser des heures et des heures de parole en plus à des personnalités politiques sur Twitch, c'est pas régulé. Ça pose des questions d'équité de temps de parole, surtout pour les petits partis. Je vois, merci pour ton avis en tout cas, mais j'ai un peu peur que ce soit la porte ouverte à toutes les dérives. Je transmets l'info. Transmettre l'info, c'est déjà choisir un axe d'analyse. En revanche, le propriétaire n'a absolument aucune incidence sur le journaliste. Il a volontairement mis le doigt dans l'engrenage, je sais pas, peut-être, je sais pas, non, peut-être involontairement aussi. Hein. Après Samuel, c'est symptomatique mais pas causal, les politiques seraient arrivés par une autre porte. Ah oui, non, mais moi c'est pas un truc que je reproche à Samuel Etienne, pas du tout ça pour le coup. Et bien sûr qu'Étoile n'est pas non plus responsable de ce qui se passe ou quoi, mais évidemment. Personne ne parle du truc le plus incroyable, la blague de Castex sur son Twitter en disant que l'Olympique Matignon va rencontrer le FC Bienveillance. J'ai pas suivi. Mug très intéressant, merci Gamma, avec plaisir Léo Dessous. Twitch est justement la plateforme idéale pour les petits partis, ils peuvent diffuser 24h/24 s'ils le veulent. Tout à fait, je pense que les petits partis ont un truc à jouer avec Twitch. Clairement. Ça serait... En fait, je pense que c'est là où ça ferait du bien à Twitch d'entendre les plus petits partis. Je pense qu'il y a un vrai truc à jouer là-dessus. En tout cas, malgré tout ce qui vient d'être dit, je ne donnerai pas de vue à cette émission. Tu as totalement le droit, Jean Brouber. Hein. Moi je le reconnais que je regarderai, mais plus pour l'expérience, enfin pour l'événement Twitch que c'est, plutôt que parce que c'est Jean Castex ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment un événement Twitch qui est intéressant. Je pense surtout que le problème, ce qui se pose, c'est que Twitch devienne mainstream et ça fait chier ceux qui pensent être différents. Ouais, t'en as dans le lot, mais je pense que la majorité des gens qui se plaignent de ce qui se passe sont pas tant dans ce délire-là que ça. Je pense que la majorité se plaignent de la neutralité journalistique, politique que Samuel Etienne disait avoir, etc. Ah, attendez, je remonte un peu. Twitch n'a pas le même audimat, il y a des retransmissions, c'est dur de contrôler. Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis, hein, la solution que pourrait mettre en place Samuel Etienne, qui serait moderne, qui serait intelligente et tout, ça serait d'avoir du fact-checking en direct avec des journalistes qui ne sont pas forcément en présence avec lui, hein, pour garder le côté un peu intimiste et tout, mais d'avoir, il garde une petite tablette sur le côté, j'en sais rien, et sur un fil Signal, Instagram, je m'en s'en fous, les journalistes lui disent, tiens, il vient de dire ça à l'instant, c'est pas complètement vrai, on te donne les vrais chiffres, et tu relances. Ou alors avoir une oreillette, encore mieux une oreillette. Est-ce que c'est Twitter qui se plaint? Twitter se plaint tout le temps. Il y a un peu l'effet Twitter qui amplifie le truc, mais j'aurais parlé du sujet même si Twitter n'était pas parti en flamme. Les vidéos qui cartonnent sur YouTube ne prouvent pas que l'audience égale qualité. Oui, ça bien sûr. Bientôt, on va entendre Twitch, c'était mieux avant. Ouais, ça c'est pas grave.
Ou alors le fact-checking sera bidon. Ouais, mais alors là, Jojo France, en fait, tu t'en finis jamais. Parce que si tu commences à... Il y a une solution qui est mise en place et tu commences tout de suite à dire ouais, mais ça sera nul, ça sera pas bien. Tu t'en sors jamais, quoi. Faisons un peu confiance. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de fact-checking en direct, mais imaginons qu'il y en ait. Faisons un peu confiance à Samuel aussi pour, s'il le met en place, qu'il le mette de façon efficace. Nous sommes beaucoup à regarder Twitch pour ne plus souffrir de la TV. Là, on commence à nous l'apporter sournoisement avec le côté on est entre potes. Je comprends ce ressenti-là. Je comprends aussi ce ressenti-là. Mais ça ne va pas tant changer Twitch que ça. Il y aura encore des Ponce, il y aura encore des Antoine Daniel, il y aura encore des Mister MV, il y aura encore le Z-Event et la Zilan. Tout ça restera là. Hein. Vraiment. Je pense qu'il est mieux d'avoir une équipe, oui, ça je l'ai lu. Je travaille à l'hôpital public, voir mon premier ministre sur un stream plutôt que sur place, à m'expliquer pourquoi on en chie comme ça depuis un an, j'avoue que ça me fait un peu rager. C'est un commentaire que je trouve très pertinent, Jean Bombeur, ce que tu dis. Je comprends que ça puisse te faire enrager. Je comprends. Totalement. Mais d'un autre côté, pour contrebalancer ce que tu dis, ce que j'ai dit au début, c'est que on se plaint que les hommes et les femmes politiques ne communiquent plus avec la jeunesse, ne communiquent plus avec les nouveaux médias sur Twitch et tout, et le jour où on essaye de faire cette communication-là, on se plaint. Mais attention, hein, ça a des limites, ce que je viens de dire, hein, cet argument-là, il a des limites, mais c'est pas complètement faux non plus. Il y a une certaine hypocrisie à vouloir plus de communication, mais dès qu'on la met en place, oh non, 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 ça va pas du tout. Vous demandez du fact-checking sur Twitch alors que ça n'existe pas à la télé, voir certains débiter des âneries sans check, c'est vu plein de fois, y compris pendant la présidentielle. Est-ce qu'à... justement, pourquoi ne pas innover et pourquoi ne pas le faire sur Twitch? C'est ce que je dis. Ça serait une façon intelligente et moderne de montrer que Samuel Etienne est sur Twitch, mais tente un peu d'être moderne, tente un petit peu d'aller un peu plus loin, effectivement de fact-checker, de faire des trucs en direct, de tenter quelque chose, quoi. La différence, c'est que... Mais en fait, pour moi, le problème, c'est que si tu te bases que sur le chat, ça va trop vite. Donc tu peux avoir très bien une personne qui va dire des choses absolument horribles. Enfin, non, je vais pas dire ça comme ça. Tu peux très bien avoir sur le chat une personne qui va dire oui, en fait, il faut mettre en place cette politique parce que c'est la bonne solution. Et le commentaire suivant, ça va être cette solution est absolument horrible, il ne faut surtout pas la mettre en place parce que machin. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux une équipe de journalistes un peu dédiée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le chat, mais par contre une équipe qui va s'occuper de fact-checker, de vérifier tout ça. On va arrêter, coupe l'électricité à Guillaume. Oui, j'arrête. On va arrêter, on va passer... Mais on va pas faire de camp de fac, je pense qu'on a assez discuté. C'est super intéressant, mais effectivement, on va passer à la fin de l'émission. On va raid une personne. Je vous propose qu'on raid des gens. Je vais regarder qui est en live. Et on va faire un petit raid, mais c'était super intéressant d'en discuter avec vous. Encore une fois, je trouve que c'est un débat super, super bien. 1h50 de live, ouais, mais le sujet est trop bien. Qui on va qui on va raid. Il y a Flonflon, il y a Corben, il y a Pépipin, qui sont des chouettes personnes, il y a Coffee Gaming FR. On va regarder s'il y a d'autres personnes qu'on connaît pas forcément qui sont en stream, pour continuer comme ça de votre côté un peu cette matinée sur Twitch. Alors, qui y a sur Twitch qui est en live des petits streamers ou streameuses qu'on connaîtrait peut-être pas forcément. Tac, 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 je regarde d'autres gens. Blablabla. Bon. Bon, bah écoutez, on va raid Flonflon. On va raid Flonflon. Qui a été raid hier Qui a été raid hier? C'était qui? Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu qui vous conseillez. Bon. Je me rappelle plus. C'était Flonflon. Bah, on va pas raid Flonflon alors. On va raid... Allez, je sais pas. J'ai envie de raid des nouvelles personnes en fait. C'est si drôle de raid des nouveaux gens. Pépipin, blablabla. Fanfan Gomez, c'est qui? C'est une personne qui fait de la BD.
Bon, bah, il y a une personne qui s'appelle Fanfan Gomez, je ne connais pas, mais qui fait du dessin de BD. Ça a l'air très chouette. Je viens de voir le stream 2 secondes et le dessin a l'air chouette. Allez faire des bisous à cette personne. Spammez les emotes de Jérôme. Let's go, je lance le raid. Et puis voilà, allez faire des bisous à cette personne. Voilà, parce que nous sommes un public évidemment très sympathique. Et des bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi l'émission. Ciao, ciao. Je lance le générique de fin.